98.1. Toujours Radio X. Choix 98.1. Choix Radio X. Avant, maintenant, tout le temps, à Québec, c'est toujours Radio X. L'original. Albert Einstein a déjà dit, la plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystérieux. C'est la source de tout art et de toute science. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. 8h01. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X à Québec. Bienvenue dans votre Radio X Files avec Christian Page. Bonsoir. Salut Yannick. Homme qui soupire n'a pas ce qu'il désire. C'est ce que ma grand-mère disait. Et je t'ai entendu soupirer pendant la pause. Est-ce que c'est à la vue de ton livre que tu as reçu, la première page qui est, à mes yeux, magnifique, là, Les tueurs de l'occulte? Tu as eu ça aujourd'hui. Est-ce que c'est toi qui as fait la première page comme ça? Pas du tout. Ce sont les graphistes des éditions Guy Saint-Jean qui m'ont fait plusieurs propositions. Et celle-là, c'est celle qui m'a c'est laquelle j'ai accroché parce que ça nous rappelle un peu ces collages, un peu ce scrapbook là qu'on faisait quand on était gamin. Et on le sait dans l'histoire des tueurs en série. Souvent, les tueurs en série trouvent un espèce de plaisir à voir comment le crime sont rapportés dans la presse. Et souvent, lors des investigations policières, on a retrouvé chez ces tueurs des scrapbooks, justement, où ils avaient collé tous les articles, les photographies qui avaient été publiées et qui étaient associés à leur crime. Et ça me faisait un peu penser à ça. Oui. Et quand on m'a proposé cette couverture, ben évidemment, j'ai immédiatement accroché. Et oui, tu l'as bien mentionné, je suis content parce que aujourd'hui, c'est un peu comme notre bébé. Hein. Aujourd'hui, je suis passé chez l'éditeur, je suis allé chercher mes premières copies du bouquin qui est sorti des imprimeries cette semaine. Ouais. L'ouvrage sera disponible en librairie à partir du 11 septembre prochain. D'ailleurs, Yannick, je t'annonce je suis en train de préparer une émission qui sera présentée à Radio X-Files et je suis en train de la préparer avec Stéphane Bourgoin. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Je l'ai eu plusieurs fois en entrevue. Donc, Stéphane Bourgoin, c'est le grand spécialiste des tueurs en série, probablement aussi l'un des recordman qui a le plus rencontré des tueurs en série, fait des entrevues avec eux. Il a à son actif près de 80 entrevues avec des tueurs en série, dont plusieurs d'entre eux sont des tueurs qu'on pourrait qualifier des tueurs de l'occulte, comme le reprend un peu le titre de mon livre, mais que je n'ai pas forcément, moi, abordé ces thématiques ou ces sujets-là ou ces crimes précis dans mon bouquin. Donc, on est en train de faire quelque chose, moi et lui, on a discuté de ça et ça devrait se faire. Bon, le livre sort en librairie le 11 septembre. J'avais prévu faire ça le vendredi 13 septembre, ça tombait bien un vendredi 13, mais en ce moment, il faut savoir que Stéphane Bourgoin est en tournée de conférences en France, donc l'agenda est un peu difficile, mais on est en train de préparer quelque chose là-dessus. D'ailleurs, quand on va faire cette émission spéciale, je vais moi-même faire tirer pour les auditeurs de Radio X-Files, je vais faire tirer 2 copies du livre Les tueurs de l'occulte. Donc, le 11 septembre, dans toutes les bonnes librairies. Je tiens à saluer les auditeurs, Christian, et je sais que tu vois les messages passer, toi aussi, mais je trouve ça incroyable que ce show-là réunisse autant de personnes autour d'une table ou autour d'un feu. Il y a des gens qui s'organisent, là, des soirées pour nous écouter autour d'une petite bière, puis ils écoutent Christian Page raconter toutes les magnifiques histoires à chaque vendredi. Je trouve ça, tu sais, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire en me disant « Hey, on vous salue, on attend le début de l'émission, on est sur le bord de notre feu, puis on a hâte que vous commenciez. » C'est le fun de lire ça.
Ouais, c'est absolument. Et je sais que je l'ai déjà mentionné en ondes, et je ne peux que le répéter. Je suis moi-même atterré par la réception de cette émission, parce qu'on le sait, on l'a souvent évoqué. On était ensemble depuis quand même 2 ou 3 ans, qu'on faisait des chroniques ensemble. Oui. Et on se posait la question, est-ce qu'une émission où on présenterait les phénomènes paranormaux étranges avec un esprit critique, en essayant non pas de dire que c'est pas vrai, mais de dire, OK, qu'est-ce que l'on sait qui est vrai, qu'est-ce que l'on sait qui est faux, et quelle est la marge d'erreur ou la marge de zone grise. Et on se posait la question comment les gens vont réagir à ça, parce que c'est vrai que si on regarde ce que l'on retrouve généralement dans les médias, et en particulier à la télévision, on a des émissions chasseurs de fantômes, chasseurs d'ovnis, etc., on vend beaucoup de rêves. Et on le savait, nous, lorsqu'on a entrepris cette série des Radio X-Files, on s'est dit, on va quand même dégonfler beaucoup de ballons, là, parce qu'il y a des trucs que l'on sait être faux, puis on va le dire comme ça. Et on s'étonnait, on se questionnait quelle serait la réception des gens, et on en est maintenant à notre 2e saison. En fait, on a débuté à l'automne 2017, et là, on en est à notre 2e saison, et je suis l'automne 2018, pardon, et je suis tout à fait étonné de voir que le succès de cette émission ne se dément pas semaine après semaine. Les gens sont au rendez-vous. Et effectivement, c'est un gros merci que je leur adresse d'être là, présents chaque semaine. Merci d'être là. Le sujet de la soirée, c'est les masques de plomb. Oui, en fait, le sujet est plus large que ça. Ce que je voulais parler, ce sont des histoires. Les gens aiment qu'on raconte des histoires. Donc, ce soir, on va y aller dans le racontage d'histoires. On va pas dans le domaine technique, on fera pas de sociologie. On va vraiment dans des histoires. On aime ça, les histoires. Et certaines d'entre elles sont vraiment très étranges. Et ce que je voulais évoquer avec toi, ce sont des morts qui ont, par la bande, été associés au surnaturel, au fantastique, et qui, il est vrai, demeurent relativement mystérieuses. Il y a des éléments qui sont étonnants, et je me suis dit ce serait le fun de parler de ces morts, qu'on peut spéculer, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on sait pas, quelle est la zone grise, est-ce que oui ou non c'est adéquat d'associer ça au paranormal. Et je me suis dit, l'une de ces morts les plus étranges est survenue dans les années 60. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes étranges et mystérieux au milieu des années 70, les premiers ouvrages que j'ai lus évoquaient cette curieuse histoire des hommes aux masques de plomb. C'est survenu au Brésil en 1966. Et encore aujourd'hui, on n'a pas fait la lumière là-dessus. Il y a des ouvrages, des nouvelles publications qui se font sur l'étrange et l'insolite, qui nous parlent de ces histoires d'hommes au masque de plomb. Et notre collègue, on l'a reçu à plusieurs reprises à l'émission, Jocelyn Keller, qui est un auteur français qui s'est beaucoup intéressé aux phénomènes étranges et mystérieux. Lui-même, il a écrit 2 bouquins, Dossiers inexpliqués et Affaires étranges. Et dans ses ouvrages, il y a un chapitre qu'il consacre à l'histoire des hommes au masque de plomb. Alors, je me suis dit, tiens, voilà, on va faire une émission sur les morts bizarres. Et j'ai appelé Jocelyn Keller et j'ai dit, ce serait le fun si on faisait un petit bout sur les masques de plomb. Et c'est ce qu'on va avoir ce soir. Donc, on va passer à travers plusieurs morts étranges. Je vais te présenter un peu les éléments et puis les gens qui nous écoutent pourront spéculer, imaginer différents scénarios pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on va et dans la deuxième partie de l'émission, on aura cette entrevue avec Jocelyn Keller où on va parler de cette histoire des hommes aux masques de plomb. Très bien, très bien. On invite nos auditeurs sur la page Facebook Radio X-Files où on met tous les podcasts. On les invite aussi sur notre page web www.radiox.com. Vous allez dans l'onglet Radio X-Files et on invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur tes livres et sur tes conférences. D'ailleurs, 2 conférences qui s'en viennent prochainement, une à Québec et une à Montréal, où tu feras ce genre de soirée-là qu'on fait ensemble, mais avec un bel auditoire qui sera assis devant toi. Oui, et pour la première conférence, donc, ce sera à Montréal le 5 octobre, à Québec le 12 octobre. Pour la région de Québec, ça se tient au pavillon Charles de Coninck de l'Université Laval. À Montréal, c'est au Centre Roussin, l'amphithéâtre Séguin. Et évidemment, je vais profiter de cette première conférence, un peu comme une plateforme pour présenter mon ouvrage sur les tueurs de l'occulte. Et on va parler de ça, donc, qui sont ces tueurs de l'occulte, quelques-uns des crimes qu'ils ont commis. Et je te le dis tout de suite, Yannick, faut avoir le cœur bien accroché, là. Donc, c'est pas une conférence. Si vous avez des
jeunes enfants, là, c'est pas la conférence à laquelle vous devez les amener. Je conseille fortement, là, je déconseille aux gens d'être accompagnés de jeunes de moins de 16 ans, parce que quand on fait un bouquin comme celui-là, Les tueurs de l'occulte, dans l'écrit, bien sûr, on peut aller assez loin pour décrire des scènes de crime. Mais évidemment, on se fait toujours un peu une espèce d'autocensure sur les photographies qui seront présentées. Le visuel est toujours très frappant. Même si dans le bouquin, j'ai quelques photographies qui sont un peu, que certains pourront peut-être trouver choquantes, mais somme toute, c'est très léger. En conférence, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin avec des gens, évidemment, qui savent à quoi s'attendre. Donc, dans le cas de ces conférences, je vais présenter des photographies qui ont été prises sur les scènes de crime. Donc, on verra les cadavres, les boucheries que certains de ces tueurs ont laissées derrière eux. Donc, c'est cette conférence que je vais présenter à la fois à Montréal et Québec. Donc, le 5 octobre pour Montréal, le 12 octobre pour Québec. Et toute l'information se trouve au www.christianpage.ca. Parfait. Cette semaine, la plupart des enfants au primaire rentraient à l'école. Moi, mon bébé est rentré ce matin à la maternelle. Et puis, ben là, c'est le temps de relaxer. J'ai failli perdre l'autre dans l'autobus, mais bon. Mais là, c'est le temps de relaxer. Donc, on parle de sacrifice d'enfants. Ben oui. C'est donc bien le fun. Allons-y. En fait, c'est une nouvelle qui a fait énormément jaser cette semaine. C'est la découverte. En fait, c'est une équipe de scientifiques qui travaillent au Pérou. Et ils ont mis à jour un charnier qui contenait 227 squelettes d'enfants. Bon, on a surtout parlé des squelettes d'enfants, mais il faut quand même dire que ce charnier contient 227 squelettes d'enfants, des enfants âgés de 4 à 14 ans. Il s'agit de garçons et de filles. Et il y a aussi des lamas qui ont été ensevelis sur le même territoire. Bon, il faut savoir ici là il faut quand même reculer. Ça s'est pas fait hier. Donc, ce sont des archéologues qui sont sur le terrain en fait depuis 2011. Ils travaillent sur un site qui se trouve, le site s'appelle Chan Chan, c'est un site archéologique qui fait partie du patrimoine mondial. Et ce site est situé là à peu près à 700 kilomètres au nord de Lima. Et il était autrefois la capitale de l'Empire Chimu. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est qui ça, les Chimu? Bon, il faut savoir que quand on parle de l'Amérique du Sud, du Mésoamérique et en particulier du Pérou, le premier nom qui nous vient en tête, ce sont les Incas. Mais il faut savoir que c'est peut-être notre héritage d'avoir trop lu Tintin, parce que il y avait quand même de très nombreux groupes autochtones qui ont occupé à un moment donné ou un autre la région du Pérou. Donc je vais t'en donner quand même quelques-uns là. Parmi les plus anciens là, il y a eu les Paracas, que peut-être les auditeurs ont déjà entendu parler. Les Paracas, on a beaucoup de crânes déformés, très allongés. Tu as probablement vu de ces photographies de ces crânes allongés, parce que les Paracas, soit pour reconnaître des groupes, des castes comme on appelait, donc au niveau des rangs sociaux. Chez les enfants, on attachait le crâne avec des bandelettes excessivement serrées avant que les fontanelles soient soudées entre elles, et ça déformait le crâne. Et bon, chez les Paracas, cette déformation du crâne indiquait à la fois le rang au niveau des castes, mais également c'était considéré comme un élément, disons, esthétique. Les Paracas ont occupé une grande région du Pérou aux alentours de l'an moins 700 jusque vers l'an 200. Mais il y avait aussi d'autres groupes. Il y a le groupe de Tiwanaku qui a duré le plus longtemps, dont on connaît les ruines qui s'appellent Tiwanaku et qui ont occupé la région du Pérou entre moins 400 avant Jésus-Christ et 1100 de notre ère. Bon, il y en avait d'autres, les Mochés, les Nazca, les fameuses lignes de Nazca, c'est le peuple de Nazca qui ont fait ça, qui ont occupé cette région du Pérou entre l'an moins 300 avant Jésus-Christ et 800 aujourd'hui. Et on connaît surtout les Incas parce que c'est eux qui étaient en place. Ils ont surtout régné à partir du 13e siècle et ils étaient en place lors de l'arrivée des conquistadors espagnols et des armées de Francisco Pizarro. Donc, on a un peu cette idée et le peuple dont je te parle, les Chimu, eux, occupaient la partie du littoral du Pérou entre à peu près Lima et ce qui est aujourd'hui la frontière avec l'Équateur. Donc, c'est une civilisation qui était excessivement importante et avait une espèce de dominance sur les autres groupes autochtones de la région.
Et c'est justement auprès de leur capitale qu'on a découvert ce fameux terrain, en fait cet ossuaire qui contient 227 corps d'enfants et de lamas. Et visiblement, les squelettes présentent des fractures au sternum et des fractures aux côtes, ce qui semble indiquer qu'ils ont été sacrifiés, que le cœur a été retiré. Donc on a fait des sacrifices humains. Et là, j'entends déjà les gens dire « Ah, mais c'est épouvantable quand même de s'imaginer assassiner des enfants comme ça dans les sacrifices humains. C'est très barbare, en effet. Mais il faut quand même savoir, il faut quand même ici replacer le contexte. Les enfants de toutes les sociétés, que ce soit dans le Mésoamérique ou que ce soit encore aujourd'hui, les enfants dans les sociétés ont toujours été considérés comme des éléments sacrés. Donc, contrairement à l'imaginaire que l'on a, où on s'imagine des peuples barbares qui assassinent ou qui immolent des enfants pour les dieux, ou encore la belle Vierge blonde, qu'on va offrir à King Kong, ça c'est très occidental comme vision, c'est très hollywoodien. Les sociétés, les peuples, le sacrifice humain a été omniprésent chez plein de peuples, que ce soit dans le Mésoamérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Extrême-Orient, mais lorsque l'on faisait des sacrifices, on sacrifiait généralement des adultes et principalement des hommes, des guerriers, et plus souvent qu'autrement, des guerriers ennemis qui avaient été capturés, qui étaient dans nos prisons. Donc, eux, on les sacrifiait aux dieux. Pourquoi est-ce qu'on a passé dans le cas de cet empire Chimú, qui, pour te situer, là, ils ont occupé cette région du Pérou entre l'an 900 et 1450. Pourquoi est-ce que l'on a fait ça? Et pourquoi est-ce qu'on a passé un peu ce tabou de passer au-delà? Pourquoi est-ce qu'on a sacrifié des enfants? Parce que la situation était devenue extrême. Et là, quand je te parle de 227 enfants, c'est quand même énorme, parce qu'il faut quand même dire que des travaux archéologiques sont en place, se tiennent depuis 2011. On avait trouvé, entre 2011 et à peu près maintenant, on avait trouvé 2 importants sites de sacrifices d'enfants. Le premier contenait une 50aine de corps, le deuxième à peu près 140 corps. Mais là, c'est vrai que 227 corps, c'est énorme. Et tous ces corps ont été sacrifiés en même temps. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est un grand sacrifice de masse que l'on a fait. Et pourquoi est-ce que l'on a fait ça? Les scientifiques croient qu'au moment où on se parle, il faut dire que les corps se retrouvent dans une espèce de plaine qui aujourd'hui est un sol très très dur, mais autrefois les carottages indiquent que c'était une espèce de tourbière excessivement molle qui était saturée en eau. Donc les scientifiques croient que à ce moment-là, il devait y avoir des pluies diluviennes sur cette région du Pérou. Il faut savoir que cet empire Chimú, eux, vénérait la lune et non pas le soleil, contrairement à beaucoup de sociétés où généralement le soleil est la divinité première. Dans ce cas-là, pour les Chimú, le soleil était un symbole de sécheresse. Et à ce moment-là, on croit qu'il devait y avoir des pluies énormes à cause de l'effet, cette curiosité climatique, l'El Niño. Et comme le peuple en question vivait de la pêche et que les pluies abondantes venaient un peu nuire à l'industrie de la pêche, on croit qu'à un moment donné, ils ont sacrifié des humains, ils ont sacrifié des hommes, des femmes, mais comme le climat ne s'améliorait pas, éventuellement, coincé entre les famines qui étaient à leur porte, le peuple Chimú a décidé de passer au-delà de ce tabou et ils ont sacrifié ces 227 enfants lors d'un grand rituel de sacrifice en espérant que les dieux réagiraient à ça. Donc c'est tout à fait, c'est tout à fait épouvantable d'imaginer une situation comme celle-là, mais en même temps, ça nous montre à quel point les sociétés du Mésoamérique étaient dépendantes des conditions climatiques et le cas, cette découverte vient ajouter à cet élément-là. J'avais été au Mexique, Christian, puis on avait été faire des plongées dans des cénotées. Est-ce que tu as déjà plongé dans une cénotée? Oui, c'est magnifique, c'est des grosses caves intérieures qui étaient inondées d'eau et au travers de la cave, des fois tu voyais le ciel au-dessus de toi là. C'est comme une caverne en fait. À un moment donné, tu vois le ciel au-dessus de toi. Et ce qu'on nous a raconté après la baignade, puis je crois que c'est parce qu'il y avait une certaine expérience, la raison pour laquelle il disait après la baignade là, c'est que souvent ces endroits-là, ces cénotés-là, servaient de lieu pour faire des sacrifices. Donc au-dessus du trou où il y avait de l'eau en bas, on poussait les gens en bas, on les revoyait plus jamais, puis on avait espoir que ce qu'on avait
demandé nous arrive dans les prochaines semaines. C'est intéressant parce que ce que tu mentionnes, on retrouve ça, les cénotés, c'est principalement dans la péninsule du Yucatan, parce que quand on regarde une carte du Yucatan, on constate assez rapidement qu'il n'y a pas de rivière. Hein. Il y a pratiquement pas de lac et il n'y a pas de rivière. Et l'eau potable a toujours été un élément qui a permis l'essor des sociétés et des civilisations. Or, il n'y en a pas au Yucatan. Il y a ces espèces d'effondrements dans le sol et ces sources d'eau souterraines. Toutes les grandes cités mayas sont construites près de ces puits naturels. Donc, je sais pas lequel tu parles, mais si on regarde les grandes cités, que ce soit Tulum, que ce soit Chichen Itza, que ce soit Tikal, toutes ces grandes cités mayas du Mésoamérique, là, en Amérique centrale, et en particulier celles qui sont au Yucatan, se sont développées autour de ces cénotés. Et tu l'as bien mentionné, le cénoté, c'était une source de vie. Hein, c'était l'eau potable, c'était la seule source d'eau potable que l'on avait pour alimenter toute une communauté. Donc, évidemment, si quelque chose, on entrait dans une période de sécheresse ou quoi que ce soit, le cénoté jouait un rôle excessivement important auprès de la communauté, et c'est vrai qu'on y faisait des sacrifices. Aujourd'hui, ce sont des sources d'eau qui sont excessivement protégées. Je ne sais pas pour toi comment que ça s'est passé ton expérience de plongée. Magnifique. Mais on propose à des touristes de pouvoir se baigner dans les cénotés. Oui. Mais évidemment, les touristes ne doivent pas avoir de crème en solaire ou des trucs comme ça. Là. On n'accepte pas ça. Donc, l'eau, pour pouvoir conserver cette eau à l'état là, tout à fait pure telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle était très certainement à l'époque des Mayas, puisqu'elle était le centre même de l'alimentation de la société. Okay. Donc, eux poussaient des morts dans leur eau potable. Oui, à déconseiller aujourd'hui. Ouais, à déconseiller aujourd'hui. Mais lorsque l'on parle des sacrifices mayas, oui, c'est vrai que la société maya s'adonnait aux sacrifices humains, mais là encore, hein, on sacrifiait des adultes et principalement des guerriers faits prisonniers durant des batailles. Parce que les sociétés du Mésoamérique étaient continuellement en guerre les unes contre les autres. Donc, les Aztèques étaient en guerre contre les Mayas, contre les Toltecs, les Olmecs. Une petite guerre finissait ici, il y en avait une autre qui commençait ailleurs. Donc, il y avait continuellement un état de guerre dans ces contrées. Et les prisons, évidemment, devenaient surchargées de prisonniers que l'on sacrifiait pour les dieux. Prochain sujet, mon cher Christian, puisque là, on vient de parler de sacrifices humains, entre autres de sacrifices d'enfants. Tiens, c'est le temps de parler de lac au squelette. Là. Ouais, et ça, c'est une autre nouvelle qui s'inscrit un peu dans cette histoire de sacrifices, de squelettes retrouvés, de corps. Et là, écoute, je t'amène dans l'Himalaya. C'est une publication qui est sortie cette semaine dans le Nature Communications. Et c'est un périodique scientifique et tu vas comprendre la portée de cette nouvelle. Donc, je t'amène dans l'Himalaya, dans les contreforts de l'Himalaya, du côté de l'Inde, hein, parce que l'Himalaya s'étend sur au moins trois pays. Là, c'est une grande chaîne de montagnes et qui culmine avec bien sûr le mont Everest. Et on a dans les contreforts, à peu près à 5000 mètres d'altitude, on a un lac qui s'appelle le lac Rumkund. Et dans le lac Rumkund, on est dans un parc national, le parc national de Nanda Devi, qui est le nom d'une déesse de l'hindouisme qui représente la joie. Et là, en 1942, un des gardiens du parc arrive aux côtés du lac Rumkund. Il faut savoir que ce lac, il est tout petit. Hein? C'est un lac qui fait quelques dizaines de mètres de diamètre, 2 mètres de profondeur à peu près. Il se trouve un peu dans une cuvette naturelle entre des glaciers. Et il est gelé 11 mois par année. Or, cet été de 1942, le gardien du parc arrive aux côtés du lac Rumkund et il est dégelé. Donc, on voit à travers les eaux, une partie est liquide. Et là, ce qu'il constate, c'est des centaines de squelettes. On en dénombre à peu près 500. Donc, il les voit, et tu comprendras qu'on est en 1942, on est dans un contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on se dit, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une exaction? Parce que, rapidement, les autorités britanniques sont informées de cette découverte. On pense au début qu'il s'agit d'une exaction des troupes japonaises qui auraient exécuté des groupes de gens, des prisonniers ou des populations locales. Mais lorsque les premiers Britanniques se rendent au lac Rumkund
Rumcún, il commence à regarder ces os. Il y a encore des os qui ont des vêtements tachés après eux. Certains ont encore des morceaux de chair. On constate quand même que ce sont des ossements excessivement anciens. Donc, qui datent de plusieurs siècles. Ici, ils sont aussi bien conservés. Et même si, pour certains, on retrouve des vêtements ou des cheveux, c'est parce que le lac est en partie gelé 11 mois par année. Donc, les conditions de conservation sont extraordinaires. À ce moment-là, il n'y a pas d'investigation qui est faite. On constate que ce sont des os très anciens et on se dit, bon, ben, il doit s'agir ou bien d'une part de gens qui seraient morts collectivement suite à une catastrophe naturelle, ou encore que ce soit une espèce de mouroir, c'est-à-dire que durant une période d'épidémie, on ait envoyé des gens qui souffraient, qui présentaient des symptômes cliniques, on les a envoyés pour mourir à cet endroit. Ça s'est fait à plusieurs endroits dans le monde, des espèces de mouroirs de ce type-là. L'un des plus célèbres demeure l'île de Poveglia dans la baie de Venise, une île qu'on l'on dit aujourd'hui hantée, que l'on dit être maudite, et durant les grandes périodes de la peste en Europe, ben, les gens de la région de Venise qui présentaient les premiers symptômes de la peste étaient envoyés sur l'île de Poveglia où ils mouraient. Et on estime aujourd'hui que plus de 10 000 personnes sont décédées sur l'île de Poveglia durant les grandes périodes d'épidémie de peste qui ont frappé l'Europe au 15e siècle. Alors, tu vois, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et lorsqu'on a découvert ces os, on s'est dit, ben, finalement, c'est peut-être ça qui s'est passé. Et il y avait déjà quand même une légende qui peu à peu avait pris place. On disait que dans les temps passés, un prince et son épouse seraient venus sur place. L'épouse était enceinte et elle aurait accouché tout près du lac. Et avec elle, évidemment, il y avait toute la garde royale. Les dieux auraient été en colère de voir une espèce de sacrilège être fait comme ça sur des terres sacrées, et il y aurait eu une pluie de grêlons qui aurait tué tout le monde. Donc tout le roi, la reine et toute sa cour. C'est vrai que dans cette région du monde, il y a parfois des pluies de grêlons très intenses, et les grêlons ont la taille d'une balle de baseball. Et tu comprends qu'en plein milieu d'un glacier, tu n'as pas beaucoup d'endroits pour te protéger. Donc ça pouvait faire sens. Donc des gens, si on exclut tout l'aspect mythologique de la chose, il est possible que des gens, une communauté, ait été coincée à cet endroit lors d'une de ces fameuses pluies de grêlons et qui aurait fait des centaines de victimes. Grosso modo, c'était l'idée que l'on se faisait à propos du lac Rumcún. Le lac qu'on appelle aussi lac au squelette, bien sûr, à cause de ces corps retrouvés. Et puis voilà qu'une équipe de scientifiques, et là on apprend ça là dans les derniers jours, une équipe de scientifiques, et pas les moindres, un groupe de scientifiques de l'Institut Max Planck, qui se trouve en Allemagne, et des chercheurs de l'université Harvard aux États-Unis se sont rendus sur place et ils ont récupéré ces 38 ou 37 squelettes. Donc 37 individus. Et ils ont procédé à des analyses ADN et également à des datations au carbone 14 pour essayer d'en savoir un peu plus à propos de cette communauté. Et les résultats ne font qu'ajouter au mystère. En fait, on n'apporte aucune réponse, mais on ne fait qu'ajouter au mystère. Parce qu'il faut savoir que les tests ADN ont démontré qu'il y avait plusieurs ethnies qui étaient présentes dans le lac. Donc, 23 squelettes ont été identifiés comme étant originaires du sud asiatique. Donc, on est à peu près dans ce secteur-là. Donc, ce sont des populations locales. Mais on a trouvé 14 squelettes qui étaient originaires de l'est de la Méditerranée. Donc là, on parle de la mer Égée, on parle de la Grèce, on parle et notamment pour la signature ADN, on parle d'une signature qui est proche des gens qui vivent aujourd'hui sur l'île de Crète. Donc on est dans la Méditerranée, mais on est quand même très loin de la chaîne de l'Himalaya qui est au nord de l'Inde, là. Et on a trouvé également un squelette qui était, lui, du sud-est asiatique. Donc encore là, on est très loin du lac Rumcún en question. Donc les scientifiques, là, se creusent un peu, se grattent la tête. Comment expliquer que des communautés aussi éloignées entre elles se soient donné rendez-vous à ce fameux lac Rumcún? Mais le mystère est encore pire, parce que les datations au carbone 14 donnent des chiffres tout à fait aberrants. On découvre que les plus anciens ossements se trouvent dans le lac sont décédés aux alentours de, disons, 1200 de notre ère, et les plus récents ont à peu près 800 ans.
Donc, contrairement à ce qu'on avait imaginé jusqu'alors, c'est-à-dire une espèce d'épidémie locale ou encore une catastrophe naturelle, ben, il faut quand même tout à fait revoir le modèle parce que ces gens-là ne sont pas morts en même temps. Ce sont des groupes de gens qui se sont rendus sur place et qui éventuellement y ont trouvé la mort. C'est comme si ce lac Rumkun, pour des raisons inconnues pour l'instant, avait joué aux alentours de l'an 1000, de l'an 1500, avait joué d'une espèce de réputation auprès des populations, une réputation dont on a perdu un peu le sens aujourd'hui et que des gens venaient d'un peu partout à travers le monde pour se réunir au lac Rumkun. C'est très mystérieux et pour l'instant, les récentes découvertes ne font qu'ajouter au mystère sans apporter la moindre explication. Donc, non, les ossements ne proviennent pas d'une seule ethnie. Et deux, non, tous ces gens ne sont pas morts en même temps, mais sont morts sur une période, grosso modo, là, d'à peu près 800 ans, 900 ans. Donc, c'est très mystérieux et... écoute, on espère que de nouvelles analyses, de nouvelles recherches viendront apporter d'autres solutions ou à tout le moins apporter des pistes pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans ce fameux lac Rumkun. Toujours dans notre actualité de la semaine, on parle de chant. Ouais, de Champ. De Champ. Ouais, il faut que tu aies une petite prononciation anglaise. Champ, qui est le nom familier du monstre du lac Champlain. Donc, bon, là, on est en été, c'est la fin de l'été, prenons une petite touche un peu presque humoristique. C'est une histoire qui est rapportée le 22 août dernier dans le Press Republican. C'est un quotidien de Plattsburgh que les gens connaissent très bien. Et on nous raconte qu'une dame, une certaine Cathy Elizabeth, qui a 34 ans, c'est une résidente de Ferrisburgh au Vermont, et cette femme est passionnée par les histoires du monstre du lac Champlain. En fait, depuis 7 ans, elle occupe à peu près toute la belle durant la période estivale. Elle occupe à peu près tous ses week-ends à patrouiller avec son bateau sur le lac Champlain dans l'espoir d'observer la créature et de documenter ses apparitions. Elle dit même avoir vu à ce jour une dizaine de manifestations de la créature. Mais c'était trop loin et le monstre avait probablement un dispositif pour rendre flou les photographies ou les films, mais peu importe, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Elle-même, elle avoue qu'à plusieurs reprises, elle a vu des espèces de vagues ou des remous qu'elle croit être ceux du monstre du lac Champlain, mais elle avoue que c'est très incertain. Et puis voilà que le 5 août dernier, cette dame, le Cathy Elizabeth, patrouillait avec son bateau dans la région de Westport, donc du côté new-yorkais, si je puis dire, du lac Champlain, donc du côté près de la frontière de New York, et elle dit avoir à un moment donné capté un écho, mais en fait c'est 2 échos très important de créatures sous-marines qui nageaient à peu près à 45 mètres sous la surface. Et là, ben évidemment, le journal publie l'écho sonore en question. C'est une image, on s'imagine un peu une image radar, une image sonore, à quoi ça ressemble. C'est beaucoup plus graphique que esthétique sur le plan visuel. Et on voit donc la profondeur qui est à peu près 165 pieds, donc comme je l'ai mentionné, 45 mètres. Et on voit 2 longues formes filiformes, donc c'est très allongé, on pourrait dire que c'est presque ça ressemble un peu à des anguilles. Et selon les données du sonar, ces anguilles pourraient faire 7 mètres de long. C'est 25 pieds de long. C'est quand même très important. Donc, l'image n'est pas en soi très convaincante. On voit une espèce de graphique et deux lignes, et là, on doit interpréter ça. Donc, est-ce que c'est réellement des bêtes lacustres qui se trouvent à 50 mètres sous la surface de l'eau et qui font 7 mètres de long? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, inutile de te dire que depuis la publication de ces images sonores, ben, le Champ, notre monstre du lac Champlain, est sur toutes les lèvres. On en parle beaucoup. Et là, il y a toutes sortes de reportages qui sont faits dans la presse locale, dans les télévisions locales, où on parle de ce monstre du lac Champlain. Il faut savoir, Yannick, que depuis à peu près 200 ans, on a à peu près 300 observations dites du monstre du lac Champlain qui ont été rapportées et documentées. Le problème, c'est que rien de tout ça n'est très convaincant. En dehors des témoignages, on n'a pas de photos, on n'a pas évidemment d'échantillons biologiques, on n'a pas de films qui sont convaincants. Bien sûr, il y a quelques photos, quelques films qui ont circulé à gauche et à droite, mais rien qui nous oblige à accepter l'existence d'un animal exotique et inconnu dans le lac Champlain. Et parmi les témoins du monstre du lac Champlain,
On raconte que Samuel de Champlain lui-même aurait vu la mystérieuse créature lors d'un voyage. C'était, je crois, en 1609. Mais il faut quand même dire que les historiens, eux, mettent un bémol là-dessus en disant c'est vrai que cette histoire qui circule dans les milieux des amateurs de fantastique, que Champlain aurait vu la bête du lac Champlain, mais dans les faits, quand on regarde les journaux, les écrits de Champlain lui-même, jamais il ne fait référence à la présence de cette mystérieuse créature. Donc on est peut-être ici en présence d'une légende en ce qui concerne l'observation de Samuel de Champlain. Néanmoins, c'est vrai que cette histoire de monstre du lac Champlain alimente depuis des générations les oui-dire, les légendes, le folklore local. Ouais, puis on veut tous y croire parce que ça nous soulève un petit peu le poil sur les bras, mais moi ce qui m'agace toujours, c'est que ces endroits-là dépendent souvent d'industries touristiques et de savoir qu'une fois de temps en temps, il y a un monstre qui émerge et qu'il y a une photo qui arrive, les gens de cet endroit-là sont un peu contents parce que ça amène de la clientèle, ça amène des touristes. Et tu as tout à fait raison quand on parle du lac Champlain. Quoi qu'on n'a pas, je dirais pas qu'il y a une exploitation là exagérée du monstre du lac Champlain. C'est sûr que quand on se trouve, que ce soit du côté du Vermont, là, comme par exemple si tu es à Burlington ou si tu vas à Plattsburgh, du côté dans l'État de New York, faut savoir que le lac Champlain là est à cheval sur ces deux États. Bien sûr, tu vas retrouver le bistrot Champ, le café Champ, et tu vas retrouver dans des boutiques des toutous, des objets, des tasses à l'effigie du monstre. C'est vrai qu'on exploite, qu'on capitalise sur l'histoire du monstre, mais c'est fait sans excès, je dirais, du côté du monstre du lac Champlain. Contrairement au monstre du Loch Ness, et pour y être allé à quelques reprises, écoute, je suis toujours estomaqué de voir l'industrie touristique qui s'est développée autour du monstre du Loch Ness. On estime à des dizaines et des dizaines de millions de dollars qui est injecté uniquement dans l'industrie du tourisme dans cette région de l'Écosse, et tout ça dépendant essentiellement du monstre du lac Champlain, du Loch Ness. À Drumnadrochit, qui est un petit village là qui est sur le bord du Loch Ness, je crois, écoute, là, je te lance des chiffres comme ça, mais je crois qu'il y a à peu près 100 habitants. Il y a 100 habitants, il y a 30 motels ou hôtels et il y a 2 musées du monstre du Loch Ness pour une population de 100 personnes. Écoute, tu vois, l'été, c'est, j'y suis allé en période estivale, ça grouille de monde et tous ces gens-là, là, on organise des randonnées sur le Loch Ness. Il y a même, tu peux même t'offrir une descente en sous-marin dans le Loch Ness pour à peu près la somme de $200. Il y a vraiment une industrie là épouvantable qui s'est développée autour du monstre du Loch Ness, et parfois, je te dirais que c'est pas toujours de bon goût. Alors que dans le cas du monstre du lac Champlain, c'est vrai qu'on exploite un peu cette légende du monstre du lac Champlain, mais on le fait quand même sans trop d'excès. Il n'y a pas un endroit au Québec où, justement, là, pour promouvoir un peu l'industrie touristique, on avait inventé un genre de monstre, j'ai le mot anglais, hoax, c'est quoi, c'est canular? C'est ça? Un canular, ouais. Et ça, peu importe, on peut faire l'analyse que l'on veut. Il y a quelques années, un film avait entre guillemets fuité sur YouTube, et ce film, une petite vidéo de quelques secondes, nous montrait une espèce de créature à la surface du lac Poinégamo, qui se trouve près de Rimouski, là, dans ce coin-là. Et on voyait donc le dos de cette créature, et là il y avait une espèce de la créature plongeait sous l'eau en laissant échapper une espèce de un peu un geyser d'eau. Et évidemment, ces images-là, très rapidement, ont fait le buzz sur le web. Tout le monde disait, regardez, ce sont des images. C'est vrai que les images étaient très claires et très convaincantes. C'était le monstre Poinégamo. Le monstre du lac Poinégamo qu'on appelle Ponic, c'est ça, donc le nom amical. Et puis, après quelques jours de ce buzz sur le web, la mairesse du village de Poinégamo dit voilà, c'était un stunt publicitaire, un coup publicitaire dans le but d'attirer les gens vers Poinégamo, où on exploite bien sûr cette légende du monstre. On le fait, c'est quand même pas non plus excessif là, pour y être allé à Poinégamo, c'est quand même pas excessif l'exploitation qu'on fait du monstre, mais néanmoins l'idée de cette fausse vidéo du monstre orchestré à la fois, on avait donné ça
des gens qui travaillaient dans le domaine de l'imagerie 3D. Là. Ce sont des gens de mémoire, ce sont des gens de Rimouski qui avaient fait la vidéo. Ça avait été fait à contrat à la demande de la mairesse de Pointe-Négamouk. Bon, évidemment, on peut toujours se questionner est-ce que oui ou non c'était une bonne façon de faire. Néanmoins, il faut quand même avouer que cette année-là, on a beaucoup parlé de Pointe-Négamouk, en tout cas plus qu'on n'avait jamais entendu parler de ce petit village qui pour beaucoup de gens est tout à fait inconnu. Ben, ça nous a juste rappelé qu'avec une bonne technique et de bons appareils, on peut faire accroire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Donc, et sans investigation, parce que s'il suffisait de gratter un peu pour découvrir qu'il y avait quand même des éléments qui fonctionnaient pas là-dedans. Hein. Donc, et moi je le dis tout le temps parce que les gens me posent la question, avec tout l'avènement des nouvelles technologies, YouTube, les Photoshop et tout ça, est-ce que il est plus facile de tromper les gens? Au premier niveau, la réponse est oui. Hein. Autrefois, faire un trucage qui était très convaincant, c'était assez difficile. On avait beau prendre une petite maquette, la suspendre un fil, c'était difficile de la faire passer derrière des arbres ou la faire passer derrière des bâtiments. Et ça, c'était l'un des critères. Hein. Si on regardait un film dans les années 60-70, quand on regardait un film, si l'objet évitait de passer derrière des arbres ou des objets donc statiques dans l'environnement, c'était souvent synonyme de canular. C'était difficile de faire ça. Aujourd'hui, c'est avec tous les logiciels qui existent, c'est très aisé de faire un truc comme celui-là. En revanche, si on est un bon enquêteur, on se limitera pas à l'image elle-même. Je l'ai dit tout le temps, si vous voyez une image, posez-vous la question. Qui a tourné ces images-là? Quel était le contexte? Quel était l'équipement utilisé? Est-ce qu'on peut retourner à l'endroit où les images ont été tournées? Est-ce qu'on a accès à la bande vidéo originale? Et là, dès qu'on commence à questionner ces éléments-là, rapidement on s'aperçoit que l'affaire dérape. Et quand ça se met à déraper, c'est probablement parce que c'est un canular. 20h40, courte pause, on vient. Radio X Files. Radio X. 90 minutes. Là, tantôt, Jordan, un petit peu avec maman m'a dit, là, n'utilise pas le terme des cochons. Je peux pas utiliser d'autres termes. Un fumeur qui respecte pas à la fois les lois et les autres individus, c'est un cochon. Avec DH. Lundi au vendredi, 18h. Radio X. Présenté par Planète X. Demeurez toujours informés de nos nouveautés, promotions et produits exclusifs en visitant l'une de nos 6 succursales ou notre nouveau site revampé, monplanetix.com. Le show du matin, week-end. Pas en tout. La fin de semaine. Faut savoir que c'est électrique. Commence tes journées au charbon, au bois, tout en douceur. au bin, au perte, je m'en fous. Avec Robbie Moreau. Mais je vois que dans le champ matin, je dois pas avoir raison. Le show du matin, week-end. Samedi et dimanche, 6h30. Radio X. Présenté par le prisdugros.com. Avec le plus gros inventaire d'occasion au Québec, votre véhicule, on l'a en stock et au plus bas prix. Visitez l'une de nos 4 concessions dès maintenant. Marceau le soir, une présentation du Bistro-Bar L'Atelier. Venez découvrir notre nouveau menu entièrement renouvelé. Vous serez renversé. L'Atelier sur Grande Allée. Expo de Nakona, c'est vraiment gratuit? Oui, du 5 au 8 septembre, Desjardins présente l'Expo de Nakona. Et c'est toute une édition. 150 kiosques d'exposants, un chapiteau country, un immense parc de manège et des spectacles gratuits sur la scène Loto-Québec. Jeudi soir, Salle Barbe avec Jean-François Brault et Jonathan Pinchot. Vendredi soir, Rock Voisine et la chicane samedi soir. Sur la place des manèges le dimanche, ne manquez pas Pat Patrouille et leurs amis en après-midi. À 20 minutes de Québec, l'Expo de Nakona, du 5 au 8 septembre. Et oui, l'entrée est vraiment gratuite. Faites-le, trompez votre allemande. Venez essayer une italienne chez Alfa Romeo de Québec. Présentement, Alfa Romeo rachète votre bail actuel, peu importe la marque, et vous livre un Stelvio, une Giulia. Une voiture qui fait tourner les têtes, mais jamais votre portefeuille. Tout ça grâce à des plans de location spéciaux pour ces pur sang qui débutent à moins de 50 000 $. Venez piloter une Alfa Romeo issue du pôle sportif Maserati et Ferrari chez nul autre qu'Alfa Romeo de Québec, sur le boulevard Sainte-Anne à 1 minute des chutes. Grande nouvelle pour les amateurs d'ambiance chaleureuse. Napper fait désormais partie de Noréa Foyer, le plus important réseau d'experts en foyer au Québec. Découvrez le choix le plus complet de poêles et foyers au bois, au gaz, au granule ou électrique avec plus de 150 modèles en fonction en magasin, dont les excellents foyers Valor. Présentement, c'est le retour de la vente expo. Jusqu'à dimanche, Noréa Foyer Napper paie les taxes et vous ne déboursez rien avant 2020. Choix service hors pair et installation sécuritaire dans le respect de l'environnement. C'est Noréa Foyer Napper à Sainte-Marie. Allumez, vivez le moment à seulement 20 minutes des ponts. Vous cherchez un pick-up. Vous cherchez le meilleur deal pour un pick-up.
c'est chez Bilodeau Chevrolet Buick GMC. Obtenez 9000 $ de rabais sur un pick-up Silverado 1500 LT Trail Boss 2019. Moteur 5.3 litres, super équipé, démo à bas kilo, à seulement 58 000 $. Yes, 165 $ par semaine en achat sur 84 mois. On reprend tous les véhicules, peu importe la marque, et on vous offre minimum 1000 $ pour votre échange. Bilodeau Chevrolet Buick GMC, meilleur prix garanti. Sinon, on paie votre déplacement. Sainte-Anne-de-Beaupré. En fin de semaine, dans Légende du rock. Pour gagner ta paire de passeports pour la 24e édition du festival Envol et Macadam, présenté en collaboration avec la bière Tremblay, qui se tiendra du 5 au 7 septembre au centre-ville de Québec avec des bands tels Lagwagon, Subhuman, Joey Cape, Comeback Kid, Bigwig, Mononcle Serge, Kid Kuna et beaucoup plus. Billets en vente via envoletmacadam.com et au Exo Shop. Une collaboration gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Phénomènes étranges, inexpliqués, paranormal. Radio X-Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X-Files. À tous les vendredis, 20h. Radio X. Radio X-Files. Avec Christian Page et Marceau de Radio X. h 44. Merci d'être là. Bon vendredi soir. Mon nom, c'est Marceau. Son nom à lui, c'est Christian Page. On parle des 5 morts les plus insolites selon Christian. Ouais, écoute, je vais te les donner. Pas forcément dans l'ordre. Hein, je pense que les gens peuvent faire le choix laquelle est la plus étrange selon leurs propres critères. Mais c'est quand même 5 morts, tu vas le comprendre, qui sont excessivement troublantes. Donc, la première, c'est ma favorite, et on en a déjà parlé à l'émission, c'est l'affaire Dyatlov. Donc, je rappelle rapidement aux gens, puis je vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on en a déjà abondamment parlé. Donc, on est à la fin du mois de janvier 1959. On se trouve à Sverdlovsk, hein. Aujourd'hui, c'est la ville d'Ekaterinbourg. On est dans le sud de la Russie, le sud-centre de la Russie. Et là, on a un groupe de jeunes qui décident de se rendre dans l'Oural pour faire, on est en hiver, hein, bien sûr, et on décide d'aller faire du trekking, mais vraiment du trekking extrême. Donc, ces jeunes, on parle ici d'un groupe, les jeunes partent, ils sont 9, et un ami se joint à eux. Donc, le groupe, c'est 10 personnes qui montent dans l'Oural. L'idée, c'est de se rendre à une montagne qui s'appelle le mont Oterten, qui se trouve à peu près à 400 kilomètres au nord de Ekaterinbourg. Donc, ces gens-là, ils prennent le train, ensuite du train, on prend l'autobus, ensuite on le fait derrière un camion, et ensuite, les 20-30 derniers kilomètres seront faits à ski dans des conditions excessivement difficiles. En cours de route, l'un d'entre eux, qui souffre de maux de dos, Yuri Yudin, va décider finalement de quitter le groupe. Donc, le groupe au départ qui était de 10 se retrouve à 9. Et les jeunes ont promis de rentrer à leurs proches, ils ont dit on va être de retour à la mi-février. Et voilà que la mi-février arrive, on est sans nouvelles des jeunes. Éventuellement, on se plaint à gauche et à droite. Comme le groupe était supporté, c'était une initiative qui était supportée notamment par l'école polytechnique de Sverdlovsk, qui ont un peu fourni la logistique aux jeunes. Tu comprendras que l'école se sent un peu concernée, donc on décide de se tourner vers les autorités. L'affaire de la disparition de ces 9 jeunes est de plus en plus intrigante, et finalement, on décide de déclencher des équipes de recherche qui vont se rendre sur place. Et finalement, on va retrouver sur le flanc d'une colline, à peu près à 10 km du mont Oterten, qui était l'endroit où les jeunes devaient se rendre, sur une autre montagne qui s'appelle le mont Olatchal. On va retrouver leur tente. Elle s'est affaissée par de la neige des derniers jours. On va retrouver à l'intérieur de la tente, visiblement la tente a été détruite, elle est en lambeaux. Les jeunes se trouvaient dans la tente, ils ont rapidement sorti de la tente en la déchirant de l'intérieur. À l'intérieur de la tente, on va quand même retrouver leur sac à dos, la nourriture, leurs vêtements chauds, leurs manteaux, leurs bottes, tout ça, mais on n'a pas de traces des jeunes. Donc on se met à explorer les alentours, et éventuellement on va retrouver les premiers corps qu'on va retrouver, ces 2 corps sous un sapin qui se trouve à peu près à 1 kilomètre de la tente, parce que la tente, elle est sur le flanc de cette colline, le mont Oterten. Olatchal, et les jeunes pour une raison X ou Y, sont sortis de la tente, ils ont dévalé la pente sur à peu près 1 kilomètre et sont allés se réfugier visiblement à l'orée d'un boisé.
On va trouver des deux premiers corps à cet endroit. Ils sont faiblement vêtus. Quand on parle faiblement vêtus, ils ont un pantalon, un t-shirt, mais ça s'arrête à ça. On comprend qu'ils étaient dans la chaleur de la tente. Ils avaient un feu, ils avaient une espèce de petit poêle. Donc, on s'imagine que ça devait être tout à fait confortable à l'intérieur de la tente. Ils s'étaient déshabillés. On parle ici de 7 garçons et de 2 filles. Et la température devait être agréable à l'intérieur de la tente. Donc, les jeunes prenaient leur aise. Et puis, soudain, quelque chose s'est produit. Donc, ils sont sortis de la tente, vêtus comme ils étaient. 2 sont retrouvés au pied d'un grand pin, à 1 kilomètre à peu près de distance de la tente, là, au bas de la colline. Et là, rapidement, on va retrouver sur le chemin menant à la tente, on va retrouver les 3 autres corps. Et visiblement, ces gens-là ont essayé de retourner à la tente. Ils sont morts de froid. Et éventuellement, 2 mois plus tard, on va retrouver les 4 personnes manquantes dans un petit ravin qui est dans une direction tout à fait opposée de la tente. Cette histoire-là, la mort du groupe Dyatlov, du nom du leader du groupe, Igor Dyatlov, qui était un jeune, qui avait une vingtaine d'années, mais qui était vraiment un spécialiste du trekking en montagne dans des conditions difficiles. Donc c'est pour ça qu'on appelait le groupe Dyatlov. L'histoire de la mort de ces jeunes est un mystère. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont sorti de la tente de cette manière-là, pourquoi ils ont déchiré la tente de l'intérieur, pourquoi fuir dans le bas de la colline, pourquoi ensuite le groupe s'est-il divisé pour un certain groupe, 3 d'entre eux en fait remonter vers la tente, les autres descendent davantage dans la vallée, ils étaient faiblement vêtus. C'est très mystérieux. Toutes sortes d'hypothèses ont été proposées. L'affaire est si mystérieuse, Yannick, qu'en début d'année, on est en février 2019, c'était le 50e anniversaire de cette histoire, pas le 50e, le 60e anniversaire de la disparition du groupe Dyatlov. Et le gouvernement russe ont décidé de rouvrir cette enquête. Donc, au moment où on se parle, il y a une nouvelle enquête qui est menée du côté de la Russie pour essayer de comprendre le comportement de ces jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ont-ils fui de cette façon? Et essayer de répondre à la grande question. Quelle est la source? Parce que visiblement, ils ont paniqué. Quelle est la source de cette panique? Il faut savoir qu'en 1959, l'enquête avait été confiée à un retraité, en fait, des forces de police, qui avait travaillé également au KGB, et on lui a donc un certain Lev Ivanov, on lui a confié l'enquête, et Lev Ivanov avait conclu son investigation en disant... pour ce qui est de la mort des jeunes, ils sont tous morts d'hypothermie, donc ils sont morts de froid. Quant à savoir pourquoi ils ont paniqué, Lev Ivanov terminait son rapport en disant « Ils ont visiblement cédé à une force mystérieuse, inconnue et irrésistible. » C'est quand même la porte ouverte à toutes sortes de spéculations, mais qu'est-ce qu'il entend par force irrésistible, inconnue? Ça ne nous apporte pas beaucoup de solutions, ça. Donc, il y avait des randonneurs qui étaient un petit peu plus loin, je pense à une 50aine de kilomètres, puis eux avaient rapporté avoir vu d'étranges sphères oranges là dans le ciel au nord. Oui. Est-ce que ça a été étudié? Oui, ça c'est vraiment étonnant ce que tu dis là, parce que bon, Ivanov termine son rapport, c'est vrai que des jeunes ont rapporté qu'ils se trouvaient à quelques kilomètres de l'endroit où s'est produit l'incident, là, sur le mont Otertel, sur le mont Olachal, et des jeunes donc qui se trouvaient dans le même secteur disent avoir vu, parce qu'on sait que l'événement qui a fait paniquer ces jeunes s'est produit dans la nuit du 1er au 2 février. Or, cette même nuit-là, un autre groupe de gens qui se trouvaient à quelques kilomètres de là ont rapporté avoir observé durant l'investigation, ils ont confié à Lev Ivanov qu'ils avaient observé des lumières dans le ciel, des espèces de sphères de lumière. Ivanov en a pris note dans son rapport, mais il n'ajoute pas grand-chose à cette information. Sauf que en 1993, peu de temps avant son décès, il faut savoir que Lev Ivanov a remis son rapport et ce rapport s'est retrouvé entre les mains de la police, des services de police, s'est retrouvé entre les mains du KGB qui est devenu depuis le FSB, mais il n'y avait pas beaucoup de commentaires qui étaient faits et Lev Ivanov, tu comprendras que c'est le fait qu'il ait été impliqué dans l'affaire de la mort ou la disparition de ces jeunes sur le mont Olachal, c'était quelque chose qu'on le questionnait souvent. Et Ivanov s'est toujours refusé de faire des commentaires à propos de ça. Mais en 1993, peu de temps avant son décès, dans un petit journal local, Ivanov accepte de commenter pour la première fois et l'unique fois l'histoire du groupe Dyatlov et il dit, il ajoute pas beaucoup d'informations, mais il dit,
Je suis persuadé que ces jeunes ont paniqué à cause de quelque chose qu'ils ont vu dans le ciel. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et tu comprendras que si tu es de ceux qui croient aux ovnis, tu vas vite attribuer ces observations à des engins extraterrestres. D'autres ont parlé de prototypes militaires qui auraient été utilisés. Certains ont parlé de manœuvres militaires, à explosion peut-être même d'un missile intercontinental, un missile balistique au-dessus du territoire. Ça reste très mystérieux. Et au moment où on se parle, c'est vrai que les autorités russes ont ouvert une nouvelle enquête sur l'affaire Dyatlov, mais on peut dire qu'ils se court-circuitent au départ en disant « Nous n'allons enquêter que sur les hypothèses d'ordre naturel. » Parce que les hypothèses naturelles, c'est les jeunes auraient fui parce qu'ils ont cru à une avalanche, les jeunes ont fui parce que l'un d'entre eux était empoisonné, puis aurait essayé de les tuer, mais dès le départ, les autorités russes ont clairement expliqué qu'ils n'iraient pas enquêter du côté d'une possible intervention militaire qui aurait pu avoir lieu dans cette région en 1959. Donc, au départ, on peut dire qu'on court-circuite l'investigation, mais j'avoue que j'ai très hâte de voir quelles vont être les conclusions de cette nouvelle investigation. Et pour moi, l'affaire du groupe Dyatlov demeure un mystère quasi insoluble. Et je dois quand même te dire, Yannick, qu'il faut faire attention ici parce que c'est ce que moi j'appelle la logique de bureau. Lorsque on est assis, moi, confortablement chez moi, derrière le micro, comme toi, derrière la console, tout ça, on se sent à l'aise, on peut décanter l'information de manière logique. Et on le voit également quand on regarde des catastrophes, que ce soit un écrasement d'avion, le déraillement d'un train, un incendie épouvantable, Tchernobyl. Ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on est derrière un bureau très confortable avec un café à la main, on pose des réflexions logiques. Mais quand on regarde ces grandes catastrophes, on constate assez rapidement que des gens souvent ont pris des décisions absolument bêtes et tout à fait ridicules. On se dit, le type dans son avion qui a pas vu, par exemple, si je pense par exemple à un crash d'avion survenu là au début des années 70, le vol dans les marécages en Floride, le vol 401, tu te dis, comment est-ce possible que les pilotes tous regardaient un petit voyant sur le tableau de bord qui s'est pas allumé parce qu'on disait que le train d'atterrissage s'était pas déployé, et ces gens-là ont pas constaté qu'ils perdaient de l'altitude et l'avion s'est écrasé. Tu dis, c'est ridicule, là. Tout le monde dans le cockpit regardait cette petite lumière au tableau de bord, puis là on se disait, comment ça se fait que ça s'allume pas? Est-ce que le train d'atterrissage est sorti ou non? Et aucun d'entre eux ne voyait que l'avion perdait l'altitude jusqu'à temps que l'avion se crache. C'est l'affaire du vol 401 qui est d'ailleurs à l'origine d'une histoire de fantôme là, tout à fait extraordinaire. Mais tu dis, la décision était ridicule. Même chose également quand on regarde le rapport d'enquête sur l'accident de Tchernobyl. Tu dis, comment ça se fait que ces gens-là ont pas soudainement vu, ont pas remarqué à un moment donné que les bars se surchauffaient? Ils prennent des décisions stupides et souvent, parce que on est dans une situation de stress, et là on prend une décision, on en rajoute une autre couche et une autre couche et une autre couche, et finalement ça entraîne la catastrophe. Donc c'est facile derrière un bureau de regarder l'affaire Dyatlov en se disant, ah, mais si j'avais été à leur place, j'aurais pas agi de telle façon, ou telle situation, ou telle réaction semble tout à fait ridicule. C'est vrai, mais il faut faire attention, lorsqu'on est sur le terrain, effectivement, l'histoire est pleine de gens qui ont pris des décisions stupides, qui ont entraîné la mort de leurs collègues. Donc ce jour-là, peut-être qu'on essaie d'être trop logique pour expliquer ce qui s'est passé dans l'affaire Dyatlov. Ce soir-là, peut-être qu'un événement X ou Y survenu sur la montagne ont fait que les jeunes ont paniqué, ils ont pris une série de décisions tout à fait stupides, et ces décisions-là n'a fait que les enfoncer davantage dans une situation dont ils ont été incapables de se dépêtrer, et éventuellement ils ont tous trouvé la mort. Mais le fait que la tente a été transpercée par l'intérieur, là, ouais, déchirée de l'intérieur. Donc déchirée de l'intérieur, peut-être que le danger était à l'intérieur de cette tente. Voilà, l'une des hypothèses. On sait que la tente n'est pas brûlée, donc le tissu n'était pas brûlé, parce que des gens disaient peut-être que le feu a pris dans la tente, puis là ils ont voulu sortir. On aurait retrouvé des traces d'incendie
dans l'attente, ce qu'il n'y a pas. Par contre, on sait que les jeunes utilisaient un poêle avec une espèce de tuyau. C'est un poêle de fortune un peu, très artisanal. Et on se dit, bon, imaginons à un moment donné que le poêle ait fait défaut, le tuyau s'est défait et la tente s'est remplie soudainement de fumée. Bon, un feu de bois, là. Donc, tu comprends qu'on s'est mis à tout sauter, puis là, on cherchait de l'air, à crachoter, et là, éventuellement, les jeunes étaient au bord de l'asphyxie. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont déchiré la toile d'attente pour sortir rapidement à l'extérieur, pour permettre à la fumée d'évacuer. C'est possible, parce que là, on tente de fuir une menace qui est à l'intérieur. Non pas un feu, mais de la fumée qui les étouffe, qui les asphyxie. C'est possible. Mais la question, et là encore une fois, faut se méfier de la logique de salon, là. La logique nous dit, s'ils ont fait ça, ils auraient pas fui les lieux. Tu comprends? Parce que à l'intérieur, tu dis, m'a faire ventiler ma tente, mais à l'intérieur, il y a mes bottes, mon manteau, ma nourriture, elle est là. Et sans ça, là, sur une pente, en plein milieu de l'Oural, à moins 30 degrés centigrades, c'est sûr que je vais mourir. Donc, ma survie dépend de ce qui se trouve dans la tente. Et tu comprends que sans lumière, si tu t'éloignes de 10-20 pas de la tente, tu la retrouveras pas. Pourquoi les jeunes se sont-ils éloignés de la tente en sachant pertinemment, en utilisant notre logique de salon, que les éléments de leur survie se trouvent à l'intérieur de la tente? C'est comme pas logique. Mais encore une fois, peut-être qu'ils ont pris une décision qui était tout à fait illogique et éventuellement, ils sont tous décédés des suites de cette mauvaise décision. On parle maintenant des 5 de Yuba. Écoute, les 5 de Yuba, c'est une histoire qui est peu connue des gens et que certains ont qualifié un peu du Dyatlov américain. Donc, je te résume un peu les faits. On est ici, on a 5 jeunes. Ce sont des jeunes, je dis des jeunes, ce sont de jeunes adultes qui ont pour la plupart dans la vingtaine. Les plus vieux d'entre eux, là, il y en a un qui a 30 ans, l'autre a 32 ans, ce sont les plus vieux. Les autres sont âgés 25, 29 et 24 ans. Donc, il y a un certain Gary Matisse qui a 25 ans. Et tous ces jeunes ont des problèmes de comportement ou sont légèrement attardés. Gary Matisse, qui a 25 ans, il souffre de schizophrénie, mais il est médicamenté et contrôle bien ses crises. Ensuite, son ami Bill Sterling, 29 ans, lui, il est légèrement attardé. Jack Hewitt, 24 ans, légèrement attardé aussi. Ted Wheeler, 32 ans, légèrement attardé. Et Jack Madruga, 30 ans, lui aussi légèrement attardé. D'ailleurs, Madruga est le seul qui possède une voiture dans le groupe. Je te donne cette information-là, mais je dois quand même te préciser que ces jeunes-là, même si on dit qu'ils sont légèrement attardés, ils sont tous fonctionnels. 2 d'entre eux ont un appartement, les 3 autres vivent chez leurs parents, ils occupent des emplois. Ce sont des jeunes qui sont tout à fait fonctionnels. Ce sont des passionnés de basketball et le soir du 24 février 1978, nos 5 jeunes vont prendre la voiture, une Mercury Montego de Mudraga et ils vont se rendre à Chico, qui se trouve au nord de Yuba City, c'est là où les jeunes habitent. Yuba City, là, c'est juste au nord de Sacramento, en Californie. Donc, ils se rendent à Chico pour assister à un match de basketball qui est disputé sur le campus de la California State University. Donc, les jeunes vont là, suivent le match. Des témoins diront plus tard que les jeunes étaient très enthousiastes, bruyants, mais pas excessifs. Donc, ils assistent au match et après le match, les jeunes reprennent la route, on remonte à bord de la voiture et ils vont s'arrêter à Oroville pour prendre des boissons gazeuses, des chips, quelques friandises. Donc, le commis du dépanneur se rappelle très bien avoir vu les jeunes arriver, être entrés dans le magasin, avoir pris des rafraîchissements, tout ça. Et ils repartent. Et là, ils disparaissent. Et tu comprendras, quand je dis disparaître, c'est vraiment sans laisser de traces. Alors, le lendemain, 25 février, comme les jeunes, 3 d'entre eux vivaient chez leurs parents et justement à cause de leur état, les parents s'inquiètent, on informe les policiers qui entreprennent des recherches pour retrouver les jeunes. Donc, on fait le tour des dépanneurs, on retourne au terrain où le match de basketball s'est disputé, on rencontre des témoins, on fait un appel à témoins, les gens rapportent de l'information, mais après le départ du dépanneur, les jeunes semblent avoir été gommés de la surface de la Terre. Et puis, quelques jours plus tard, on apprend par les Rangers qui se trouvent dans le Plumas National Forest. Ils contactent la police parce qu'ils ont entendu parler de le fait de la disparition des jeunes. Ils les contactent en disant
on a trouvé, il y a 2 jours, on a trouvé le fameux véhicule, la fameuse Montego de Mondraga. Il dit la voiture était légèrement embourbée. Elle était sur un chemin de colline, un chemin de montagne. En fait, elle se trouve à 1300 mètres d'altitude sur le flanc d'une colline et elle se trouve à 110 km de Chico. Chico, c'est l'endroit où les jeunes s'étaient rendus pour assister au match de basketball. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi ont-ils grimpé dans la montagne avec la voiture? On l'ignore. Les gardes forestiers, les rangers, expliquent aux policiers la voiture était légèrement embourbée, mais rien de majeur, là. Une petite poussée, puis elle pouvait être ressortie de sa fâcheuse position. Donc, les policiers, avec les rangers, se rendent sur place, la voiture est là, on la fait remorquer. Ce que l'on constate en regardant autour de la voiture, il y a des empreintes de pas, mais aucune ne semble indiquer que les jeunes aient tenté quoi que ce soit pour désembourber la voiture qui s'était enlisée dans une ornière. Donc, on se dit, bon, ils doivent être à proximité. Donc, on fait des recherches autour. On ne trouve absolument rien. Alors que cette histoire circule, qu'on est toujours à la recherche de nos jeunes, un témoin se présente et lui va raconter quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il dit que le soir où les jeunes ont disparu, il dit, j'étais sur la même route qu'eux, j'étais un peu en avant d'eux. En fait, il dit qu'il allait vers un camp de chasse qui lui appartient. Il remontait sur ce chemin de montagne et il a fait un malaise cardiaque. Il a arrêté sa voiture, il s'est rangé sur le bas-côté et alors qu'il était dans un état un peu semi-comateux, là, à cause de cet état de crise cardiaque, il dit avoir vu arriver derrière lui des lumières. Les lumières se sont éteintes. Il a entendu des voix, les voix de plusieurs jeunes, et il dit également avoir entendu une femme et un bébé qui pleuraient. Alors les jeunes ne sont pas accompagnés, alors qu'on sait les jeunes il n'y avait pas une compagne féminine avec eux et encore moins un enfant. Et le type dit, lorsque j'ai ouvert ma portière et j'ai crié à l'aide, j'ai entendu ces gens-là remonter dans leur véhicule, les lumières s'éteindre et le véhicule est parti. Il dit, j'ai eu le temps de voir le véhicule et c'était pas la voiture Montego, c'était une camionnette rouge. Alors là, l'affaire est d'autant plus étonnante. Est-ce qu'il y avait donc 2 véhicules? Est-ce qu'il y avait la Montego de nos jeunes? Est-ce qu'ils ont été rejoints par une camionnette rouge à bord de laquelle prenait place une femme et un bébé? Quoi qu'il en soit, on est un peu dans le mystère. Et là, voilà qu'on cherche, on fait des recherches autour des lieux, on ne trouve absolument rien. Et le 4 juin, je te rappelle que la disparition est en février. Le 4 juin, alors qu'on a la fonte des neiges, l'affaire des 5 jeunes de Yuba a un peu quitté le devant de la sellette. Et voilà qu'il y a des motocyclistes qui décident de faire une randonnée en forêt et ils décident de se rendre à une roulotte, en fait, qui est un camp des gardes forestiers dans la forêt, qui se trouve à peu près à 30 km de l'endroit où on a retrouvé la voiture des jeunes. Lorsque les randonneurs arrivent aux côtés de ce camp de chasse, ils constatent qu'une fenêtre a été brisée. Ils entrent à l'intérieur et ils sont surpris par l'odeur épouvantable qui y règne. Et là, dans un lit, recouvert de plusieurs épaisseurs de couverture, il y a un corps en état de putréfaction. Donc, on contacte les forces de police qui arrivent sur place et là, ce que l'on découvre, c'est que le corps en question est celui d'un des jeunes. Il s'agit du corps de Ted Wheeler. Il est enveloppé dans 8 couvertures. Il y a des couvertures même par-dessus la tête. Il n'a pas de chaussures. Il présente des blessures importantes aux pieds qui sont proches de la gangrène. Et son corps est très amaigri. Et sa barbe montre qu'il a survécu pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois dans ce camp. Et là, il est seul. L'autopsie va révéler, et là, c'est vraiment le mystère, l'autopsie révèle que le type est mort de faim et d'hypothermie. Et crois-le ou non, dans le camp dans lequel il se trouve, il y a suffisamment de nourriture, ou il y avait suffisamment de nourriture, pour nourrir les 5 jeunes pendant 1 an. Or, cet individu est mort de faim dans un camp où il y a abondamment de la nourriture. Seuls quelques biscuits, quelques pâtes ont disparu, visiblement qui ont été consommés, mais rien du reste. Donc, ce jeune est mort de faim dans une cabane pleine de nourriture. Non seulement il est mort de faim, mais il est mort aussi de froid, alors que dans le camp en question, il y a énormément de bois, il y a des allumettes, du papier, tout pour faire un feu.
C'est vrai, tu me diras, les jeunes étaient légèrement attardés, mais ils étaient tous fonctionnels. Ils étaient capables de se nourrir d'eux-mêmes, étaient capables aussi de faire des feux, ils avaient été dans les scouts, tout ça. Donc, ici, on est en plein mystère. On va entreprendre des recherches autour du camp et éventuellement, on va retrouver 3 autres individus qui ont appartenu au groupe et tous ces jeunes sont morts de froid dans la forêt autour du camp. Donc, et on sait que ces jeunes-là, à un moment donné, ils ont occupé le camp. Donc, pourquoi ont-ils été dans le camp? Pourquoi, à un moment donné, 3 d'entre eux ont-ils décidé, ou 4 d'entre eux ont-ils décidé de quitter le camp? Pourquoi se trouver à cet endroit, à 30 kilomètres de l'endroit où leur voiture s'était légèrement enlisée? Pourquoi les jeunes ont-ils décidé de monter plus haut dans la montagne plutôt que de faire marche arrière, alors qu'en montant sur la route en question, ils avaient croisé des habitations? L'un des jeunes ne sera jamais retrouvé. Encore aujourd'hui, on ignore le sort d'un des jeunes. Donc, cette histoire, on est incapable d'y trouver une solution. Il y a comme des éléments qui nous manquent. Encore là, on est en présence de comportements qui sont tout à fait aberrants. Un jeune qui meurt de faim dans une cabane où il y a de la nourriture et de quoi faire un feu. Les autres qui décident de quitter la cabane pour finalement mourir de froid dans la forêt. Pourquoi ne pas redescendre vers le village? Il y a des éléments là-dedans qui sont tout à fait incroyables et qui font de la disparition de ces 5 jeunes de Yuba City l'une des énigmes les plus persistantes et les plus difficiles à résoudre. Dans les années 80, il y a eu une découverte d'un corps sans vie. Le monsieur s'appelait Zygmunt Adamski et encore aujourd'hui, cette mort-là est toujours et à jamais un mystère, nous dit-on. Ouais, voilà. Et c'est Zygmunt Adamski, c'est un type de 56 ans. Il est d'origine polonaise. Il vit en Angleterre. Il vit à Tingley, dans le West Yorkshire, en Angleterre. Il est marié et son épouse souffre de sclérose en plaques. Donc, le 6 juin 1980, en milieu d'après-midi, à 15h30 à peu près, Zygmunt Adamski décide de quitter la maison pour se rendre à l'épicerie. Il doit aller faire des courses, aller chercher des pommes de terre. Donc, il sort de chez lui, il rencontre ses voisins, il les salue, il est tout souriant. Et puis, à ce moment-là, il disparaît. Donc, pendant des jours, on est sans nouvelles de Zygmunt Adamski. Les autorités sont informées, on enquête, on fait des recherches de voisinage. Visiblement, il ne s'est pas présenté à l'épicerie où il devait se présenter. Donc, on ne sait pas trop ce qui est arrivé à notre fameux Zygmunt. Et puis, voilà que le 11 juin, en milieu d'après-midi, les 15h45, un employé du Tomlin Courtyard, faut savoir que c'est un dépôt de miniers qui est situé à 35 km de Tingley, donc d'où notre bonhomme a disparu. Donc cet employé va découvrir sur un monticule qui fait à peu près 4 mètres de haut, un monticule de charbon, en fait c'est de l'anthracite, il trouve le corps de Zygmunt. Zygmunt est étendu sur le dos, le visage tourné vers le ciel, et cet employé, en fait, qui est le fils du propriétaire du dépôt minier, dit, écoutez, je suis passé entre 11h et 1h de l'après-midi, et le corps n'était pas là. Donc, les autorités, deux constables se rendent sur place, et ils vont faire des découvertes assez étonnantes. D'abord, le corps en question repose sur le sommet du monticule, mais il n'y a aucune trace autour du monticule. Donc, si toi, par exemple, tu traînes un cadavre au sommet d'une montagne de gravier, obligatoirement, tu vas laisser des marques dans le gravier. Oui. Or, là, il n'y a absolument rien. Le monticule est là, il n'y a aucune trace de pas, de marque autour. Le corps est simplement déposé sur le sommet du monticule, et c'est comme si le corps avait été déposé du haut des airs. Mais il n'y a absolument rien qui surplombe le monticule en question. Alors, c'est très mystérieux. Comment le corps s'est-il rendu là? Donc, il est envoyé le jour même à la morgue. Le médecin légiste fait une autopsie en début de soirée. Et ce qu'il va découvrir, c'est que d'abord, notre monsieur Adamski a une barbe d'une journée seulement. Il est disparu depuis 5 jours, mais la repousse de sa barbe montre qu'il a une repousse d'une journée. Ce qui veut donc dire que durant les 4 premiers jours de sa disparition, il avait la possibilité de se raser.
Il n'a aucune trace de violence. Il a simplement 2 petites brûlures au cou, des brûlures sur lesquelles on retrouve une pommade un peu visqueuse que le médecin légiste n'arrivera pas à identifier. Il est clair que notre bonhomme a été déshabillé et réhabillé. C'est-à-dire que il n'a plus sa chemise, il a simplement une espèce de camisole, ses pantalons, ses chaussures et un imperméable. L'imperméable est mal boutonné, hein, et les chaussures sont lacées de manière très gauche, comme si la personne qui l'avait rhabillé était pas très familier avec soit nouer des lacets, attacher une ceinture ou boutonner des boutonnières. Donc, c'est très curieux. Le médecin va conclure que notre Zygmunt Adamski est finalement décédé d'une crise cardiaque. Mais on n'arrivera jamais à documenter les 4 premiers jours ou les 5 premiers jours de la disparition de Zygmunt Adamski. Qu'a-t-il fait? Où est-il allé? Comment s'est-il retrouvé sur ce fameux monticule d'anthracite? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'ignore totalement. Et pour ajouter au mystère... Oui. L'un des 2 policiers qui s'est rendu sur place et qui a constaté la mort de ce fameux Zygmunt Adamski, l'un de ces policiers, c'est un constable britannique, et l'agent Alan Godfrey. Et cet agent Alan Godfrey, quelques semaines plus tard, le 28 novembre 1980, il va, en répondant à un appel pour des vaches sur la route, en pleine soirée, il va se rendre sur place. Et ce Alan Godfrey va dire avoir été enlevé par des extraterrestres. Oh! Un autre volet. Ouais, je regardais le monticule, on parlait de gravier, puis moi ici, sur d'autres sources, là, on me parle de coal, donc charbon. Oui, en fait, c'est ça. Je te donnais l'exemple du gravier. Je te disais, si tu laisses... Mais c'est ça, c'est un monticule de charbon. En fait, c'est un charbon particulier qui est de l'anthracite, et qui était concassé. Donc, si quelqu'un avait traîné le corps de Zygmunt sur le sommet de cette petite butte, il aurait laissé des traces autour de lui. Donc, il serait arrivé par les airs. Ouais, donc c'est très mystérieux. Zygmunt Adamski, on sait pas trop. Ouais. Quelle histoire particulière. Ouais. Écoute, on a encore le temps, cher ami. On peut peut-être parler de Granger Taylor. Granger Taylor, écoute, ça se passe au Canada. On est sur l'île de Vancouver, à Duncan. On est en Colombie-Britannique. Ce Granger Taylor, il a 32 ans. Il est considéré par ses proches comme une espèce de génie mécanique. C'est un type qui a de la misère à socialiser, hein. Il est un peu renfermé sur lui-même. Il n'y a pas de diagnostic précis, mais on pourrait presque dire aujourd'hui, avec nos standards d'aujourd'hui, qu'il est peut-être un petit peu autiste. Là. Tu sais, il socialise, il vit un peu dans son monde. Et il est obsédé par les histoires de soucoupes volantes. Donc, il a 32 ans. Il est connu dans le village, pour sa passion pour les soucoupes volantes, les histoires d'extraterrestres, mais aussi, c'est un bonhomme qui a pris une locomotive qui était dans la forêt, une vieille locomotive, il l'a complètement restaurée. Elle est d'ailleurs encore aujourd'hui à Duncan. On peut la voir au musée de ferroviaire. La fameuse locomotive restaurée par Granger Taylor se trouve là. Il a aussi récupéré à un moment donné une vieille carcasse d'avion, un Kitty Hawk qui a complètement restauré, remonté dans la cour chez ses parents. Et il avait construit derrière la maison de ses parents une espèce de cabane en forme de soucoupe volante dans laquelle il se retrouvait, lisait, potassait des livres sur les ovnis, les extraterrestres. Il était passionné par ces histoires. Et puis voilà que c'est un type également qui s'adonnait il fumait régulièrement du cannabis. Certains disent qu'il s'adonnait également à des drogues dures, du LSD ou des trucs comme ça, mais ça, on n'a pas la confirmation de ça. Mais c'est sûr qu'il fumait du cannabis, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il était quand même aussi ostracisé par la communauté dans laquelle il vivait. Hein. Oui, c'est un génie, oui, il s'intéressait aux extraterrestres, mais il était un peu considéré comme l'illuminé de la place. Tu sais, le gars qui parle puis qui dit qu'il y a des contacts avec les extraterrestres, parce que c'est vrai que Granger Taylor ajoutait ce genre de propos dans son discours. Et puis voilà que le 29 novembre 1980, sans parler à personne, il quitte la maison. Ses parents vont trouver le lendemain matin une note collée sur leur porte de chambre, parce que Granger Taylor vit chez ses parents, et la note dit, j'en ai une traduction ici devant moi, il dit « Chère maman et papa, je pars rejoindre un vaisseau spatial. Comme un rêve récurrent le prédit, je serai parti pour une période de 42 mois pour explorer le vaste univers, après quoi je reviendrai. Je vous laisse tous mes biens parce que je n'en aurai plus besoin. Je vous prie de suivre les instructions de mon testament pour vous guider. Amour, Granger. »
Et effectivement, Granger est disparu. À ce moment-là, on n'a aucune idée d'où le bonhomme se trouve. Les parents, éventuellement, vont contacter la GRC qui va mener une investigation, mais on ne trouve absolument aucune trace de Granger Taylor. Tout le monde espère, que Granger est parti quelques jours, ou qui sait, peut-être a-t-il été enlevé par des extraterrestres, mais au pire, comme le dit sa lettre, il va revenir dans 42 mois. Mais malheureusement, les mois s'écoulent et Granger Taylor ne revient pas. Et puis, éventuellement, quelques années après, on est en 1986, des gens qui font de l'exploration, de l'exploitation forestière vont découvrir un cratère. On est quand même à une dizaine de kilomètres de Duncan. Ils vont trouver une espèce de cratère et dans ce cratère, des débris d'un véhicule. Visiblement, le véhicule s'est fait exploser à la dynamite. On trouve même une roue du véhicule accrochée sur une branche d'un arbre à peu près à 30 mètres de l'endroit de la déflagration. On va retrouver au milieu de ces débris des vêtements, des parties de vêtements et des ossements. Les autorités vont remarquer, en prenant des numéros de série sur des pièces mécaniques, on arrive à la conclusion qu'il doit s'agir de la camionnette de Granger Taylor. C'est une camionnette de type Datsun, l'ancêtre de la Toyota, et les numéros de série semblent correspondre. La mère de Granger Taylor va confirmer qu'une partie de vêtements, d'un t-shirt, en fait, qu'on va lui montrer, est probablement un t-shirt qui appartenait à son fils. Donc, la conclusion des autorités, c'est que, après avoir quitté la maison, quelque chose est survenu. Est-ce que Granger Taylor était seul? Est-ce qu'il a été agressé, victime de manœuvres criminelles? Quoi qu'il en soit, le véhicule a explosé à la dynamite. Et on sait que chez la famille de Granger Taylor, ses parents, avaient des boîtes de dynamite dans leur hangar et qu'ils utilisaient pour faire sauter des souches d'arbres. Donc, et on sait qu'un certain nombre de bâtons de dynamite avaient disparu. Granger Taylor les a probablement emmenés avec lui. Mais pourquoi? Est-ce que c'est lui qui volontairement a fait sauter sa camionnette? L'affaire reste un peu mystérieuse. Et c'est vrai que l'année dernière, alors que pour beaucoup de gens, cette histoire de Granger Taylor venait de connaître un peu son dénouement en trouvant ce cratère et les restes de son véhicule sur le mont Provo, qui est proche de Duncan. Mais voilà que l'an dernier, des randonneurs en forêt ont photographié un véhicule qui est une camionnette verte de type Datsun, qui correspond exactement au véhicule de Granger Taylor. Alors à ce moment-là, est-ce que les autorités de la GRC auraient un peu navigué en disant ça doit être le véhicule de Granger Taylor sans en avoir vraiment la confirmation. Quoi qu'il en soit, ces gens ont vu le véhicule, l'ont photographié. Malheureusement, comme ils étaient en plein milieu de la forêt, ils n'ont pas jugé bon de prendre en note l'endroit où ils se trouvaient. Donc, on a été incapable de retrouver la camionnette verte que eux disent avoir vue, mais on a des photographies et effectivement, les photographies montrent un véhicule en assez bon état dans la forêt, identique à celui de Granger Taylor. Alors, dépendamment de ce que tu veux croire, est-ce que Granger Taylor, pour une raison X ou Y, s'est fait sauter lui et son véhicule à la dynamite en espérant aller rejoindre des extraterrestres? Ou ce véhicule retrouvé l'an dernier en forêt est-il réellement le véhicule de Granger Taylor? L'affaire reste très mystérieuse encore aujourd'hui. Et on termine avec la 5e mort la plus insolite selon Christian Page. On parle de celle d'Elisa Lam. Ouais, Elisa Lam, écoute, pour beaucoup d'auditeurs, c'est sûrement un nom qui leur dit quelque chose. Elisa Lam, jeune femme de 21 ans, c'est une Canadienne d'origine chinoise. Ses parents sont des immigrants de Hong Kong. Elle était à ce moment-là étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. C'est une jeune femme qui souffrait de troubles bipolaires. Elle prenait plusieurs médicaments pour essayer de contrôler ses états. Et à la mi-janvier 2013, elle décide de faire un voyage en Californie. Donc elle fait le voyage d'abord en train et ensuite par autobus. Elle va de destination en destination. Elle est notamment très impressionnée par le zoo de San Diego. Et puis elle arrive dans la région de Los Angeles le 26 janvier, là, on est toujours en 2013. Elle arrive donc dans la région de Los Angeles le 26 janvier et elle va s'inscrire 2 jours plus tard au Cecil Hotel. Le Cecil Hotel, c'est un vieux hôtel qui se trouve au centre dans le centre de Los Angeles et c'est un hôtel qui a connu toutes sortes
de déboire et qui a une réputation d'être hanté, mais il est aussi associé à des événements plus dramatiques. On sait notamment que le tueur en série, Richard Ramirez, le Night Stalker, il a séjourné alors que entre 1984 et 1986, il a fait trembler en fait la région de San Francisco et Los Angeles. On sait que Ramirez a à un moment donné occupé le CC l'hôtel. Donc elle arrive là, elle s'inscrit et à ce moment-là, il y a une autre touriste qui est là et pour essayer d'économiser de l'argent, la direction lui propose à Elisa Lam de partager sa chambre avec une autre locataire et à ce moment-là, ils pourront partager les frais de location puisqu'on a dans une chambre avec 2 lits. Au début, ça se passe bien, mais 2 jours plus tard, la fameuse touriste en question se présente au bureau et elle dit qu'elle est incapable de supporter une journée de plus avec Elisa Lam. Elle dit qu'elle a des comportements tout à fait singuliers. Donc, conséquence, la direction de l'hôtel déménage Elisa Lam dans une chambre privée. Ce qui nous amène au 31 janvier. Elle contacte ses parents et elle dit à ses parents qu'elle va quitter le CC l'hôtel pour se rendre dans la région de Santa Cruz. Et puis, c'est son dernier message. Le lendemain, les parents sont sans nouvelles. Et l'entente qui était entre Elisa Lam et ses parents était de communiquer tous les jours pour dire ce qui se passait. Or, tu comprends que comme Elisa saute une journée, considérant ses troubles de comportement, les parents sont inquiets et qui plus est, c'est une jeune femme qui voyage seule. On contacte la police. La police de Los Angeles débarque au CC l'hôtel. On fait rapidement une enquête de voisinage, si je puis dire. On interroge la direction, les petits commerces autour. Certains se rappellent, il y a un bouquiniste du coin qui se rappelle avoir vu Elisa Lam. Le jour même, elle était souriante, gaie. Ils ont parlé ensemble et elle lui a parlé notamment qu'elle avait vu le zoo de San Diego, tout ça. Et les policiers vont mettre la main sur une vidéocassette, une vidéo qui a été tournée par une caméra de sécurité qui se trouvait dans un ascenseur du CC l'hôtel. À ce moment-là, les images ne sont pas rendues publiques. Donc, la police garde ces images et puis, on continue de mener une enquête. Et puis, les jours s'écoulent. Éventuellement, les policiers rendent publiques les images de la vidéo et là, ça ajoute au mystère. Je ne sais pas si tu as vu ces images. Les gens qui nous écoutent peuvent le faire. Il suffit simplement de taper dans leur moteur de recherche Elisa Lam, vidéo et ils vont vite voir de quoi on parle. On voit l'ascenseur, les portes sont ouvertes et on voit Elisa Lam qui entre dans l'ascenseur. Ses comportements sont très singuliers. On a l'impression qu'elle est comme poursuivie par quelqu'un. Elle se cache dans le fond de l'ascenseur, elle appuie sur tous les boutons, elle ressort dans le corridor, regarde à gauche, à droite, entre à nouveau dans l'ascenseur et non seulement le comportement est très singulier, mais l'ascenseur également se comporte étrangement puisque les portes restent ouvertes. Oui. Or, en théorie, après quelques secondes, les portes vont se refermer, même si à moins de mettre ta main pour empêcher les portes de se refermer, ou même ou bien si tu es à l'intérieur et tu maintiens le bouton pour l'ouverture des portes. Mais c'est pas ça qui se passe. Elisa Lam va et vient dans l'ascenseur alors que les portes de l'ascenseur restent tout à fait ouvertes. Et la séquence est très longue. On parle de plus de 2 minutes où elle fait ça. Elle va dans l'ascenseur, sort à l'extérieur dans le corridor, regarde à gauche, à droite. Elle balance les bras de manière tout à fait étrange et éventuellement, elle quitte l'ascenseur. Les portes se referment et merci, bonsoir. C'est très curieux. Là, certains diront, on dirait qu'elle est possédée par le démon, les esprits, peu importe. Écoute, les images laissent froid dans le dos. Là. Elle fait les 4 coins de l'ascenseur. Elle regarde quelquefois en dehors de l'ascenseur, de gauche à droite. Après ça, elle sort de l'ascenseur. Elle fait des pas vers la gauche, des pas vers la droite. Après ça, elle rentre dans l'ascenseur. Oui, elle est terrorisée. Oui, et évidemment, les gens, pour nous qui sommes des néophytes, on regarde ça, on se dit c'est très très curieux, c'est inhabituel, c'est terrifiant. Mais c'est sûr qu'un psychologue ou un psychiatre regarderait ça et dirait là, on a l'impression qu'on est en présence d'une personne qui a une crise psychotique. Et on le sait, elle avait été diagnostiquée pour des troubles bipolaires et on le sait qu'elle prenait des médicaments justement à ce propos-là. Bref, tout ça pour te dire que le 15 février, des gens commencent à se plaindre à l'hôtel en disant il y a une chute de pression d'eau au robinet et l'eau goûte
une drôle de goût. Alors, la direction de l'hôtel décide d'envoyer sur le toit de l'hôtel, il y a 4 grosses citernes d'eau qui contiennent à peu près 1000 gallons. Des citernes qui font à peu près 4 pieds de diamètre pour 8 pieds de haut. Et là, on décide d'envoyer quelqu'un pour voir s'il n'y a pas un problème avec les canalisations. Donc, ce type-là arrive sur le toit de l'hôtel et là, il va découvrir dans l'une de ces citernes le corps d'Elisa Lam. Elle repose au fond de la citerne et ses vêtements flottent dans l'eau. Ce qui était une enquête de voisinage par la police devient là, soudainement une enquête Là, je t'ai dit le 15 février, en fait, c'est le 19 février que le corps est retrouvé. Et là, donc, les policiers arrivent sur place. On est obligé même de découper la citerne pour pouvoir sortir le corps d'Elisa Lam. Et il y a une investigation qui est faite. Rien ne semble indiquer que la jeune femme a été victime d'un geste criminel. Le corps est envoyé à la mort où il y a une autopsie qui est faite. On ne trouve aucune marque de violence, aucune abrasion, rien du tout. Elle n'a pas été non plus molestée ni agressée sexuellement. Comme le corps reposait dans la citerne depuis plusieurs jours, en fait presque 3 semaines à ce moment-là, le sang a coagulé et il ne permet pas de faire des évaluations de manière, une étude exhaustive de la toxicologie. Christian, il reste à peu près 15 à 30 secondes. Là. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est l'ascenseur. Pourquoi les portes ne ferment pas? On le sait pas. Écoute, Yannick, on le sait pas. Par contre, les gens ont dit, comment Elisa Lam aurait-elle pu monter sur le toit? Elle aurait pas pu le faire sans déclencher une alarme, ouais, etc. Ce qui est pas tout à fait vrai. Elle pouvait, par exemple, passer par des fenêtres de côté, avoir accès à des escaliers de secours qui permettaient d'avoir accès au toit. Donc, comment Elisa Lam a pu monter sur le toit? C'est assez simple, sans déclencher une alarme. Comment a-t-elle fait pour monter sur le dessus de la citerne et entrer à l'intérieur? Là, ça pose un problème parce que il n'y a pas d'escalier le long de la citerne. Donc, il faut vraiment, quand les gens faisaient l'entretien des citernes, il fallait arriver avec un échelle à côté sur la citerne. Or, c'est pas le cas là. On ne sait pas comment elle est grimpée sur le dessus de la citerne. Et effectivement, le comportement de l'ascenseur est excessivement mystérieux. Le comportement d'Elisa Lam, je comprends. Même si moi, je pense qu'on est en présence d'une jeune femme qui faisait une crise psychotique, même si j'arrive pas trop à expliquer l'ascenseur ou comment elle est montée sur la citerne, c'est vrai que je peux comprendre que les gens voient dans la mort d'Elisa Lam quelque chose de très mystérieux. Courte pause, on revient. Radio X Files. Radio X. Gravel, dans le retour. Pour ceux qui se demandaient, est-ce que Véro choisit son maillot avec soin quand elle va au spa? Ah, la réponse, c'est non. T'es allé au spa avec 2 tubs. Avec 2 tubs? 2 tubs. On dirait une histoire de bord de danseuse. Hey, je suis parti à matin, j'ai pas amené de bottom, puis j'ai amené 2 tubs. Gravel, dans le retour. Lundi au vendredi, 14h. Radio X. Une présentation de Banlieue Ford à Saint-Apollinaire à seulement 12 minutes des ponts. Profitez-en pour venir épargner jusqu'à 15 000 $ durant le prix des employés Ford. Banlieue Ford, les pros de Saint-Apo. Marceau le soir, une présentation du bistrot-bar L'Atelier. Venez découvrir notre nouveau menu entièrement renouvelé. Vous serez renversé. L'Atelier sur Grande Allée. C'est la première édition du Happening Festibière de Donnacona. Ce samedi 31 août, de midi à 23h au parc Donnacona. Ambiance conviviale, musique, animation, bière fine et cuisine de rue au rendez-vous. Tu veux pas manquer ça. Radio X sera sur place. Gravel, dans le retour. 1, 2, 3, let's go. Avec Denis Gravel et sa gang. Lundi au vendredi, 14h. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui liquide présentement ses Tiguan 2019. Obtenez un rabais de 2000 $ ou un financement 72 mois à 0%. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. Cette semaine, on cuisine la circulaire Super C et qu'est-ce qu'on fait avec? Du bœuf haché mi-maigre format écono à 2,69 la livre, puis une canne de tomates sélection et des pâtes Catelli à 88 cents chacun. Ben, on profite de la fête du travail pour mettre la main à la pâte. Ben oui, on se fait des pâtes avec une sauce à la viande, puis à ce prix-là, on en cuisine assez pour avoir des repas toute la semaine. C'est pas nouille, hein? Hey, c'est super, super C. Valide jusqu'au 4 septembre, détail dans la circulaire Super C.
Voici les jumeaux Alex et Alexis. Yo. Tout ce qu'ils font est pareil. Et maintenant? Parce que le solde Millimélo de Dormez-vous est de retour et plus grand que jamais. Avec d'incroyables prix sur les matelas et sommiers dépareillés, les têtes de lit avec des bases comme des plateformes et des bases de lit réglables, nos experts en sommeil peuvent vous jumeler à votre meilleur sommeil. On n'est plus pareil en même temps. De plus, obtenez en super achat un matelas grand lit à plateau euro pouvant aider à réguler la température à seulement 389 $. Faites vite, ce prix finit mardi. Dormez-vous. Tout pour le sommeil. Choix 98.1. Choix Radio X. Avant, maintenant, tout le temps. À Québec, c'est toujours Radio X. L'original. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 21h32, Christian, il y a une coquille qui s'est glissée juste avant la pause. On parlait de voiture. Oui, la Datsun, c'est Nissan et non Toyota. Oui, merci beaucoup aux 678 auditeurs qui s'en sont rendus compte et qui nous en ont fait part. Bon, ben excellent. Écoute, je viens d'améliorer mes connaissances dans le domaine de l'automobile. Tu veux nous présenter ton entrevue avec Jocelyne Keller? Oui, donc on a parlé de ces morts étranges et au sommet un peu de toutes ces morts étranges dans la littérature sur les ovnis se trouve l'affaire des masques de plomb. Et c'est une histoire qui je suis convaincu, est peu connue des auditeurs et j'ai décidé de l'introduire en discutant avec Jocelyne Keller. Voici l'entrevue et voici comment Jocelyne Keller racontait l'histoire ce mystère en fait des masques de plomb. Jocelyne Keller, cette semaine, nous abordons un dossier particulièrement mystérieux que vous évoquez dans votre livre « Affaires étranges » et qui a été évoqué également par de très nombreux ufologues. Je crois que Jacques Vallée lui-même a été l'un des tout premiers à rapporter cette affaire tout à fait incroyable et qui nous ramène au milieu des années 60. C'est le mystère des masques de plomb. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une histoire qui s'est effectivement déroulée en 1966 dans la région de Rio de Janeiro au Brésil. C'est une histoire qui commence comme une histoire criminelle, mais qui ensuite mêle des aspects qui relèvent plus du paranormal et de l'ufologie. Donc c'est pour ça que cette histoire qui s'appelle donc l'énigme des masques de plomb, on l'appelle comme ça, est absolument passionnante parce que elle ouvre des perspectives à chaque fois et en fait c'est des mystères qui répondent à d'autres mystères. Alors l'histoire commence le 20 août 1966 lorsqu'un jeune garçon qui s'appelle Jorge da Costa Alves, on m'excusera pour la prononciation portugaise, grimpe sur une petite montagne qui s'appelle une colline qui s'appelle le Morro do Vintém, qui est donc près de la ville de Niterói, qui est une ville située non loin de Rio de Janeiro. Et au sommet de cette petite montagne, il y a quelque chose de curieux qui l'attire. Et d'abord, il sent une odeur très désagréable. Et surtout, il tombe sur deux formes allongées qui gisent sur le sol dans la broussaille. Alors bien sûr, il est terrifié, il est horrifié par cette vision de deux cadavres qui sont déjà en état de putréfaction. Donc il redescend en courant de la colline, il va prévenir la police. Et là, il y a une petite équipe donc de policiers, de pompiers qui se rend sur les lieux et qui effectivement constatent que deux hommes en costume cravate gisent côte à côte, les bras le long du corps. Tous deux semblent comme endormis, mais leur chair est de couleur bistre et en fait, ils sont décédés depuis plusieurs jours et leur corps commence à se putréfier. Et ce qui surprend le plus les sauveteurs, ceux qui arrivent sur les lieux, ce sont que les deux victimes portent des masques de métal à visière, donc de fabrication plutôt artisanale, et ces masques recouvrent les yeux des deux victimes et ça confère donc à la scène un aspect fantastique et très très inquiétant. Donc on commence par fouiller les poches des deux cadavres et les policiers trouvent très très vite des papiers d'identité. Donc les deux victimes s'appellent Victor Miguel José Viana, 34 ans, et Manuel Pereira da Cruz, 32 ans. Tous deux sont des techniciens en électronique, ils sont mariés et ils résident à Campos, au nord-est de Rio de Janeiro, et à peu près à 260 km de la colline. Donc ce ne sont pas des gens de la région. Donc l'inspecteur qui est chargé de l'affaire il fouille dans les poches des deux hommes, il trouve pas mal d'argent, enfin une belle somme pour l'époque. Et puis il trouve dans le pantalon de Miguel Viana, donc une des deux victimes, un carnet sur lequel il y a des formules indéchiffrables, une sorte de code secret. Apparemment, le vol ne peut pas être le mobile de leur mort puisque chacun d'eux porte encore sa montre au poignet. Donc on pense pas d'ailleurs on n'a pas vraiment l'impression que les deux hommes sont morts d'une agression. Ils portent par contre par-dessus leur costume cravate un imperméable jaune
et tous deux reposent sur un lit de feuilles de palmier qui manifestement a été préparé pour ça. Tout autour des deux cadavres, on découvre aussi beaucoup d'autres choses, des lunettes noires, des mouchoirs, des serviettes humides, et une bouteille d'eau minérale dont on saura plus tard qu'elle a été achetée peu avant qu'ils montent sur la colline. Et puis il y a surtout ces masques de métal qui vraiment fascinent les sauveteurs. Et finalement, on retrouvera un petit peu plus tard dans l'atelier de Miguel Viana la plaque qui a servi à fabriquer les masques en plomb. Donc ce sont vraiment les deux hommes qui ont fabriqué ces masques. En fait, il faut voir ça, ce ne sont pas des masques, ce sont plutôt des sortes de lunettes, comme des loups qu'on met quand on va à un bal masqué, et qui sont découpés dans un métal qui apparemment serait du plomb. Donc là, l'inspecteur de police et son équipe commencent à se poser des questions. Qui sont ces deux hommes? Enfin, en tout cas, on connaît leur identité, mais pourquoi sont-ils venus là? Pourquoi portent-ils ces protections sur les yeux? Et puis, pourquoi sont-ils morts? On continue à les fouiller. On a aussi d'autres indices, du papier aluminium, papier cellophane, des choses comme ça. On tombe aussi sur une feuille assez mystérieuse sur laquelle il est écrit des instructions. Et les instructions sont les suivantes. À 16h30, se trouver au point désigné. À 18h30, avaler les capsules avec une orange. Et une fois leur effet en cours, se protéger la moitié du visage avec les masques en plomb. Attendre ensuite le signal convenu. Dimanche, une capsule avant le repas. Lundi, une capsule le matin. Mardi, une capsule avant le repas. Mercredi, une capsule avant de dormir. On a l'impression que c'est une ordonnance, une prescription médicale. Donc là, effectivement, les policiers sont très très intrigués. De quelle capsule parle-t-on? Et pourquoi vraiment faut-il se protéger le visage? Alors, on sait que par l'analyse graphologique, que cette note extrêmement étrange n'a pas été écrite par l'un des deux techniciens. Donc ça suppose qu'il y a un tiers, quelqu'un d'autre, qui est intervenu dans cette histoire, ou peut-être pour faire une mise en scène, enfin on ne sait pas très bien, mais en tout cas il y a déjà une troisième personne qui intervient. Bref, pour l'inspecteur en charge de l'affaire, c'est un mystère complet. Il peut a priori déduire de ce qu'il trouve que les deux hommes ont prémédité leur venue sur la colline, qu'ils avaient probablement rendez-vous avec quelqu'un et qu'ils ont absorbé ces fameuses pilules, ces fameuses capsules au préalable. Mais dans quel but, on ne le sait pas. Alors, il y a une autopsie qui va être pratiquée. Elle va pas apporter grand-chose. D'abord parce que les corps étaient en état de décomposition avancée et ça a rendu impossible des analyses toxicologiques. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait peut-être pu savoir ce que c'était que ces pilules qu'avaient ingérées les deux techniciens. En tout cas, les résultats de l'autopsie sont catégoriques. Aucun signe d'empoisonnement, ni de contamination biologique ou de radioactivité. Apparemment, les deux hommes seraient morts 2 jours avant qu'on les retrouve et d'une mort naturelle du style arrêt cardiaque. Donc totalement inexplicable dans la situation présente. Je voulais simplement dire qu'il faut comprendre que à ce moment-là, on ne fait pas d'enquête très poussée parce que sur les notes de la police, il est clair que les hommes ne sont pas morts d'une mort violente. Donc, on n'a pas une trace qui laisserait croire qu'on est en présence d'un crime. Donc, très rapidement, le légiste fait quelques constats d'usage et on passe à autre chose. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, l'affaire on pourrait en savoir davantage sur la nature des substances qui ont été consommées, mais malheureusement, on n'a pas fait ça parce qu'il n'y avait aucune indication qui laissait croire qu'on était en présence d'un crime. Exactement. Alors les enquêteurs vont quand même essayer de remonter le fil des événements et ils vont rapidement rencontrer les épouses des deux victimes et les deux épouses vont leur apprendre qu'en fait les deux hommes venaient à Niterói pour acheter une voiture d'occasion et des composants électroniques pour leur atelier. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit et c'est pour ça qu'ils avaient emporté une coquette somme d'argent avec eux. Et donc on a pu retracer leur parcours depuis Campos, la ville où ils habitent, jusqu'à la gare routière de Niterói. Ensuite, on les a vus dans un magasin d'électronique. Ils ont acheté des imperméables jaunes, on ne sait pas bien pourquoi, mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils ont acheté la fameuse bouteille d'eau qu'on a retrouvée à côté d'eux. Et puis ensuite, il y a quelques témoins qui les ont vus grimper dans la colline vers 15h15 le 17 août, exactement. Voilà, vers 15h15, 16h30, exactement, puisque de toute façon, il était dit à 16h30 qu'il fallait se trouver au point désigné. Il avait écrit ça dans le message. Donc il y a d'autres témoins qui les voient ensuite. Et le jeune homme qui les a retrouvés le 20 août les avait déjà vus de très très loin le 18 août, mais il ne pensait pas qu'ils étaient morts. Il les a vus allongés sur le sol, mais de très loin, donc il s'était dit qu'ils étaient en train de dormir. Et il avait oublié l'histoire après, et c'est juste en tombant nez à nez avec eux qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient morts. Donc l'interrogation des deux épouses n'a pas apporté grand-chose.
il y a une enquête de voisinage autour de la colline qui a été faite. Là, il y a quelques témoignages étonnants qui ressortent parce que c'est pas tellement autour des deux hommes qui n'ont pas vraiment été aperçus, mais c'est plutôt les gens disent qu'à ce moment-là, moi j'ai vu des trucs bizarres dans le ciel. Alors il y a une personne, il y a une mère de famille qui dit moi j'ai vu un truc, c'est comme ça qu'elle le dit. Et j'ai vu un truc dans le ciel qui volait et qui était tout rond. Il brillait comme de l'aluminium et par moments crachait des étincelles. Il y a une autre personne qui dit que l'objet en question s'est envolé tout droit très vite, mais alors très très vite comme une fusée. Il y a quelqu'un qui a vu une grande fleur dans le ciel, toujours le 17 août vers 19h. Et il y a quand même un témoignage qui va attirer plus l'attention des autres, c'est celui de Gracienda Barbosa Coutinho da Souza, qui est une dame de la haute société de Rio de Janeiro, qui a une somptueuse demeure dans le coin et qui en fait circule en voiture avec ses enfants et qui dit que le soir du 17 août, c'est un de ses fils qui a attiré son attention parce que au-dessus de la colline, il y avait un objet orange fluorescent en forme de dragée entouré d'une bande incandescente et qui lançait des éclairs aveuglants. Donc c'était un spectacle extraordinaire. Donc elle s'est arrêtée, elle a observé cette chose pendant ce spectacle pendant 3 à 4 minutes et ensuite la chose qui faisait ça, elle a parlé d'un appareil, s'est élevée pour redescendre sur eux et puis s'est envolée et a disparu. Donc là on a interrogé la dame, les 3 enfants séparément et ils ont tous à peu près dit la même chose sans se contredire aux policiers. Donc effectivement ils ont dû voir quelque chose d'assez curieux. C'est vraiment une histoire incroyable parce que là, on est en présence de ces 2 individus retrouvés morts dans des circonstances excessivement nébuleuses. Les notes qu'on retrouve sur eux vont ajouter au mystère, hein, cette idée du contact ou d'une rencontre, l'idée de la protection. Les témoins qui les ont vus monter dans la montagne les ont vus monter seuls, ils n'étaient pas accompagnés par un tierce. Et ensuite, il y a ces observations d'OVNI qui n'ont peut-être absolument aucun lien avec la mort de nos 2 hommes, mais c'est vrai que cette coïncidence entre des observations d'OVNI dans le secteur, la présence de nos hommes sur la montagne, je sais également que les autorités policières ont suivi la piste d'une possible secte ou d'un groupement à caractère ufologique qui aurait pu donner, à tout le moins jeter un éclairage nouveau sur la mort de ces 2 hommes. Oui, absolument. Alors, en fait, le 27 août, donc ça doit être une semaine après les faits, on apprend l'arrestation d'un certain Elcio Gomez, qui est pilote dans l'aviation civile et qui est un ami des 2 victimes. Et alors, l'une des épouses des victimes avait dit qu'elle avait vu une querelle entre son époux et le dénommé Gomez. Le dénommé Gomez était une sorte d'assistant pour les 2 techniciens, les 2 ingénieurs. Et au départ, Gomez a déclaré que les 2 radiotechniciens s'apprêtaient à émettre un programme de radio clandestine. Il faut savoir qu'en fin des années 70, au Brésil, il y avait pas mal de sujets autour d'assassinats politiques, de complots, etc. Donc là, pour le coup, la police s'est intéressée à cette histoire. Mais en fait, une fois qu'on l'a mis en prison, Gomez a dit tout autre chose. Et là, il a commencé effectivement à parler d'une sorte d'association, d'un groupe. Alors, il faut savoir qu'au Brésil, les Brésiliens sont très très passionnés de spiritisme. Hein. C'est vraiment un des pays au monde où une discipline. Et d'ailleurs, je crois qu'au Brésil, si je ne me trompe pas, le spiritisme est considéré comme une religion. C'est la 3e religion officielle au Brésil, le spiritualisme. C'est ça, exactement. Et donc, Gomez dit qu'en fait, les 2 techniciens et lui appartiennent à un groupe qui croit à la communication avec les morts et qui s'appelle les spiritualistes scientifiques. Donc en fait, des sortes de spirites, mais avec une connotation scientifique. Et lui dit que en fait, il s'intéresse à la planète Mars et qu'ils étaient en train d'essayer d'entrer en communication avec la planète Mars. Bon, et que les 2 morts se livraient souvent à des expériences d'électronique un peu étranges. Ils avaient même construit dans le jardin de l'un d'eux un appareil à l'usage inconnu qui avait explosé violemment. Ça a été confirmé par le père de Manuel, une des 2 victimes. Alors c'est vrai qu'en fouillant dans la maison de Miguel, une des 2 victimes, la police a mis la main sur une sorte de manuel consacré au spiritualisme scientifique, avec des passages soulignés, et là ça devient intéressant parce que dans les passages soulignés, il est question de masques de plomb, d'une intense luminosité et de la manière de contacter les esprits. Donc là, la police commence à se dire, les 2 victimes, c'était pas juste des ingénieurs, c'était un peu des personnages un peu curieux, qui s'intéressaient aussi, enfin qui avaient des centres d'intérêt un peu étranges. Et la presse exhume d'ailleurs des archives un fait divers de 1962, donc c'est 4 ans avant, où on avait retrouvé au sommet d'une autre colline, le Morro do Cruzeiro,
le corps d'un technicien télé du nom de Hermès, et lui aussi s'y connaissait en électronique, et lui aussi portait un masque de plomb. Donc est-ce qu'il y a un lien? On n'a jamais su s'il y a eu un lien entre la mort de cet homme en 62 et la mort de techniciens, mais en tout cas, il y avait déjà quelqu'un qui mettait des masques de plomb, qui essayait de faire des choses un peu curieuses. C'est sûr que quand on regarde les grandes lignes, je vous écoute me raconter cette histoire-là, Jocelyn Keller, et je ne peux m'empêcher de penser à cette histoire de l'ordre du Temple solaire qui s'était notamment, on sait qu'un groupe s'était suicidé par exemple dans le Vercors, et il y avait toute cette dynamique de croyance d'un transit vers l'étoile de Sirius. Donc là aussi on est en présence d'une espèce de croyance un peu échevelée autour d'extraterrestres, de transit, de communication avec l'au-delà ou l'outre-espace, si je puis dire, et qui se termine dans une situation excessivement mystérieuse, très nébuleuse, et à la fois donc cette histoire de l'ordre du Temple solaire, même si dans le cas de l'ordre du Temple solaire, on sait aujourd'hui qu'on a été en présence d'un maximum d'assassinats pour un minimum de suicides, c'est sûr que l'histoire de ces hommes au masque de plomb, le lien est quand même facile à penser là, à ce moment-là. Ah bah absolument, on pense vraiment à une histoire liée autour d'une secte avec des membres qui soit se suicident, soit qu'on supprime. Alors c'est vrai que dans cette histoire, les morts sont... Enfin bon, on peut penser que l'autopsie avait peut-être été réalisée avec légèreté, mais en tout cas, il n'y a pas eu de mort criminelle, ils n'ont pas été assassinés, ou alors ils ont peut-être été empoisonnés avec quelque chose qui n'était pas identifié, mais en tout cas ils n'ont pas été abattus ou tués de manière très violente. Donc déjà, là, il y a une surprise autour de ça. Le fameux Gomez raconte aussi que, alors c'était au mois de juin, donc c'était 2 mois avant les faits, ils s'étaient retrouvés tous les 3 sur la plage d'Atafona au nord-est de Rio de Janeiro. Donc c'est à 40 km de Campos, la ville où habitaient 2 ingénieurs, et ils avaient vu sur la plage un objet lumineux très lumineux, et qu'ils avaient contemplé pendant assez longtemps et qui après était disparu dans un éclair aveuglant. Enfin voilà, c'est ce qu'il raconte. Donc il y a manifestement une fascination pour les ovnis, pour les objets un peu curieux. Et donc il y a aussi la sœur de Manuel qui va déclarer, mais bien plus tard, que son frère lui avait avoué qu'ils allaient effectuer très bientôt une mission très importante. Voilà. Mais il n'était pas encore en mesure de parler de ce secret à quiconque. Ouais, c'est vrai que l'Amérique du Sud, dans les années 60, était un terreau très fertile à toutes sortes de croyances un peu mystiques, ésotériques, et aussi ufologiques. Quand on regarde dans la littérature sur les ovnis, les années 60 ont été une décennie excessivement faste en Amérique du Sud. Ah oui, mais de toute façon, c'était un moment où le régime politique était violent, donc forcément, le Brésil est toujours un pays un peu violent, mais à l'époque, ça l'était déjà pas mal. Alors, il y a quand même le 22 février 69, donc on est quand même 2 ans et demi après l'affaire, un coup de théâtre, c'est que le ministère de l'Intérieur brésilien déclare qu'elle tient le coupable. Alors, il s'agirait d'un criminel notoire du nom d'Hamilton Bezani. L'homme, à ce moment-là, est en prison pour un autre crime et il serait passé aux aveux, et il reconnaît avoir été complice d'un meurtre sur commande. Avec 3 autres criminels, ont été recrutés par une certaine Elena, animatrice d'un club de spiritualistes, pour assassiner 2 membres du club, les radiotechniciens Miguel Viana et Manuel Pereira. Le mobile, les 2 hommes avaient sur eux une forte somme d'argent, et donc ils auraient trouvé le moyen d'entraîner les 2 ingénieurs au pied du Morro do Vintém, leur donner rendez-vous, et puis voilà. Mais on ne sait pas vraiment. Alors, d'après ce qu'il dit, ils auraient obligé les 2 ingénieurs à ingérer du poison sous la menace d'un revolver. Voilà. Le problème, c'est que les journalistes, quand ils entendent ça, ils sont très très décontenancés parce qu'ils trouvent que cette explication tient pas la route. D'abord parce on mentionne un coupable, mais manifestement il avait des complices et on se demande où sont les autres complices. Et puis surtout les masques de plomb, c'est-à-dire que dans l'histoire, il n'y a aucune explication qui permet de justifier la présence de ces masques. Voilà. Et qui plus est, et puis alors, les ovnis, etc., etc. Et il y a eu aussi la découverte sur les corps, de ces sommes d'argent et des biens personnels. Donc si c'était un traquenard dans le but de les dévaliser, on se serait attendu à ce que les sommes d'argent ou les effets personnels des victimes aient disparu. Or, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire des masques de plomb. Alors il y avait une partie de l'argent avait disparu, mais pas tout l'argent. Donc on se dit s'il y avait eu vraiment un acte crapuleux, ils auraient vraiment pris tout l'argent. Ouais. Et si c'est pareil, si ça avait été crapuleux,
c'est quand même très compliqué de faire une mise en scène avec en essayant d'obliger les victimes à se tuer elles-mêmes en absorbant un poison. En plus, on avait apprêté les corps sur un lit de feuilles. Enfin, c'est très curieux. Et puis, après, le fait est que l'enquête ne s'est pas poursuivie. Il n'y a jamais eu d'arrestation ultérieure, il n'y a jamais eu de précision. Donc, on ne sait pas vraiment. Voilà. Un suicide déguisé, ça paraît aussi compliqué parce qu'ils avaient dit à leurs deux épouses qu'ils allaient acheter du matériel électronique, qu'ils allaient revenir. Enfin, ils n'avaient vraiment pas l'intention de se suicider. Alors, est-ce qu'ils ont été manipulés? Est-ce que, oui, ça c'est probable, c'est possible. Après, c'est vrai que la théorie selon laquelle ça serait une expérience mystique ou ésotérique qui aurait mal tourné, elle est assez intéressante parce que elle correspondrait assez bien à la personnalité des deux victimes. Et puis peut-être qu'on les a trompés parce que il semble-t-il ils avaient l'habitude d'absorber des substances, un peu des drogues, des choses comme ça pour vivre des expériences spirituelles. Alors peut-être qu'on leur a fait croire que les fameuses capsules qu'ils devaient avaler allaient les conduire dans une autre dimension, sur la planète Mars ou je ne sais où, et qu'ils ont été un petit peu crédules et qu'en fait ils se sont empoisonnés comme ça. C'est plausible, on va dire. Voilà, c'est plausible. C'est une histoire vraiment incroyable et on comprend pourquoi, malgré les décennies écoulées, l'affaire des masques de plomb continue de fasciner les amateurs d'OVNI parce que, les liens sont là. En fait, on retrouve tous les ingrédients. La mort de ces hommes, le mystère, la présence d'OVNI, des trucs un peu flous, des associations un peu louches également. Donc, tout est là. C'est vraiment une histoire incroyable. J'avais trouvé une citation de l'ufologue Charles Bowen qui avait suivi l'affaire à l'époque, dans les années 60, et qui disait il semblerait que le Brésil est un pays où le paranormal supplante très vite le normal. Ouais, voilà, je crois que c'est un fait résumé, ça résume assez cette histoire, assez incroyable. Ouais. Dans un contexte où effectivement beaucoup de gens ont vu des choses curieuses dans le ciel avant les faits et après les faits aussi. Excellent. Écoutez, Jocelyne Keller, je rappelle encore une fois aux auditeurs que cette histoire des masques de plomb se retrouve dans votre ouvrage Affaires étranges, histoire authentique paranormale, ufologie et mystère, qui est disponible en librairie. Ce fut un plaisir de discuter avec vous de ces histoires mystérieuses et je vous remercie d'avoir été des nôtres cette semaine pour parler de ces grands mystères qui continuent d'alimenter la controverse. Radio X Files. Radio X. Moret. Live. Avec Dominique Moret et sa gang. Lundi au vendredi, 5h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui écoule présentement ses Jetta. Obtenez un rabais de 2000 $ ou un financement à 0% en achat ou location. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. C'est le temps des récoltes et le Grand Marché de Québec est plein à craquer. Avec des étals saisonniers débordants de saveurs, c'est le meilleur moment pour venir rencontrer vos producteurs locaux et pour savourer leurs fruits et légumes. Profitez-en pour vous cuisiner des plats réconfortants ou pour faire vos provisions. Renseignez-vous également sur leurs divers ateliers en visitant la section activités du site web du Grand Marché de Québec. Attention, votre garde-manger risque lui aussi d'être plein à craquer après votre visite. Le Grand Marché de Québec, là où notre saveur prend place. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Merci d'être là. En ce beau vendredi, on va vous souhaiter de passer un beau week-end, bien entendu. On va être de retour vendredi prochain. Christian, excellente entrevue avec Jocelyne Keller. Et tu vois, moi, personnellement, quand on parle de phénomènes mystérieux, étranges, j'adore le genre de trucs dont on a parlé ce soir, parce que ce sont des espèces d'énigmes historiques, Quand on parle, par exemple, des ovnis fantômes, souvent le fantôme est plus là, puis l'ovni non plus est plus là pour qu'on puisse investiguer. Et en dehors du témoignage, souvent, il n'y a pas grand-chose. Dans le cas des énigmes qu'on a parlé ce soir, que ce soit les 5 de Yuma, que ce soit la mort d'Elisa Lam, que ce soit le groupe Dyatlov, ou que ce soit l'affaire des hommes au masque de plomb, il faut savoir que ces événements-là, ce sont des faits divers bien réels.
Ces gens-là, on a trouvé des corps, il y a eu des investigations policières, il y a des rapports, il y a des documents qui existent. D'ailleurs, au moment où je te parle, j'ai devant moi le rapport d'autopsie d'Élisa Lam. Donc, ces documents-là, ils existent. Il y a quelque part des zones d'ombre sur lesquelles on se penche et on essaie de se gratter la tête en se disant, on se plaît un peu à jouer les Sherlock Holmes, à trouver l'élément manquant qui va permettre d'associer ensemble toutes les pièces du puzzle, tu vois. Et ça me fascine. J'adore jouer les détectives de ce type-là. Alors que dans d'autres, je dis pas que le phénomène des ovnis ou les phénomènes de fantômes sont inintéressants. Non, loin de là. Mais c'est vrai que dans le cas des énigmes historiques et des incidents comme ceux-là, on a une matière première qui est bel et bien là et il faut creuser pour essayer de trouver tous ces documents. En fait, c'est presque un jeu, hein. C'est celui qui va mettre la main sur le document, le rapport policier, la photographie ou l'élément manquant qui va permettre de solutionner l'énigme et je trouve ça fascinant. C'est la preuve. Contrairement à ce que beaucoup de mes détracteurs disent en disant « Oh, Christian Page, à l'écouter parler, il n'y a jamais de mystère. » Non, il y en a beaucoup des mystères. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et j'ai présenté ce soir certaines de ces énigmes qui, malgré les années, malgré les décennies écoulées, continuent encore de poser des questions. Ah, je vais te l'avouer ce soir, Christian, tu m'as pas donné de coïette interrompue. Bon, t'as pas eu de pétage de ballon. Bonne fin de semaine, puis on se dit à vendredi prochain. Oui, absolument. Bon week-end à toi aussi. Radio X Files. Radio X. Marceau le soir, une présentation du Bistro-Bar L'Atelier. Venez découvrir notre nouveau menu entièrement renouvelé. Vous serez renversé. L'Atelier sur Grande Allée. Rock the beat. La trame sonore de ta fin de semaine, c'est Légende du rock. Le titre est assez clair. Des légendes, puis du rock. Légende du rock. Avec Pee-Wee. Samedi et dimanche, 9h. Radio X. Présenté par Pizza Royale qui, depuis 40 ans, vous offre des produits exclusifs comme son authentique pepperoni. Service de livraison pour emporter et buffet à volonté. Boulevard Amel et l'Express à Beauport. Pizza Royale. Fait que mon oncle, ça dit qu'il reste 3 heures au téléchargement. Eh, boy. Je connais un truc pour que ça aille plus vite. Efface les cookies, fais la dernière mise à jour, ferme une coupe de page web, vide la corbeille, mets le téléchargement sur pause puis repars-les. Là, ça devrait être plus vite. Nope. Eh, boy. On va attendre. Arrêtez d'attendre. Passez à l'Internet classé le plus rapide au Québec selon PCMag. Composez le 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour vérifier la disponibilité. Avec Internet Publigabit 1,5, la vie est belle. Voici une offre attrayante de la part de Kia Lévis, le meilleur concessionnaire Kia au Canada. Ce mois-ci, le taux de financement à l'achat sur modèle sélectionné est à 0% jusqu'à 84 mois. Il n'y a donc pas d'intérêt à payer, en plus de profiter d'un rabais de 1 000 $. Et grande nouvelle, le nouveau Sportage 2020 vient tout juste d'arriver chez Kia Lévis. Passez vite en faire l'essai. L'essayer, c'est l'adopter. Le nouveau Kia Lévis. Expo de Nakona, c'est vraiment gratuit? Oui, du 5 au 8 septembre, Desjardins présente l'Expo de Nakona. Et c'est toute une édition. 150 kiosques d'exposants, un chapiteau country, un immense parc de manège et des spectacles gratuits sur la scène Loto-Québec. Jeudi soir, Salle Barbe avec Jean-François Brault et Jonathan Pinchot. Vendredi soir, Rock Voisine et La Chicane samedi soir. Sur la place des manèges, le